Louisa May Alcott est l'une de mes autrices préférées. Non pas forcément pour la qualité de ses écrits, mais surtout pour ce qu'elle représente. Parce qu'à son époque, au 19e siècle, ça pouvait être très compliqué pour une femme de faire de l'argent par elle-même, et puisque son père l'avait plongée dans la pauvreté, Louisa a dû se battre pour réussir à devenir l'autrice qu'elle souhaitait être. Surtout connue pour avoir écrit Les 4 filles du docteur March. Le nom, je ne l'apprécie très peu en français, puisque on se fiche complètement du docteur March dans l'histoire, et que cette histoire a été censée être écrite pour mettre en avant les femmes, justement, dans toutes les facettes possibles. C'est pour cela que j'ai plutôt tendance à utiliser le titre anglophone Little Women. Pour le coup, Louisa May Alcott n'a pas écrit principalement des titres joyeux, légers, comme pourquoi on peut la connaître. Elle adorait les histoires sanglantes, les histoires dramatiques, sauf que pour une femme de son époque, c'était très peu apprécié. C'était très mal vu qu'une femme écrive ce genre de choses. C'est pour cela que j'ai choisi de découvrir les autres récits de Louisa May Alcott. J'en avais déjà lu un premier qui m'avait beaucoup plu, même si j'avais cette sensation que justement il y avait eu un manque de travail comparé à Little Women. Mais du coup, j'ai eu l'envie de vous partager cette facette de l'autrice en découvrant avec vous Derrière le masque. Pour ce faire, je vais lire avec vous le livre sous les éditions Arcane des éditions Joël Losfeld. Je remercie d'ailleurs cette maison d'édition qui a accepté que je vous le lise et je m'excuse si ma façon de lire n'est pas la plus agréable, c'est la première fois que je fais cet exercice. Derrière le masque, chapitre 1, Jean Muir. Est-elle arrivée? Non, maman, pas encore. Si seulement tout était terminé. Je suis remplie d'inquiétude et d'agitation rien que d'y penser. Un coussin pour mon dos, Bella. La pauvre et maussade Madame Coventry s'enfonça dans son fauteuil avec un soupir nerveux et un air de martyr, tandis que sa fille, très jolie, tournait autour d'elle avec une sollicitude affectueuse. De qui parle-t-elle, Lucia? Demanda un jeune homme languissant, étendu paresseusement sur un divan à côté de sa cousine. Celle-ci était penchée sur son ouvrage de tapisserie, un sourire heureux sur son visage habituellement hautain. De la nouvelle gouvernante, mademoiselle Muir. Voulez-vous que je vous parle d'elle? Non merci, j'ai une aversion invétérée pour toute la corporation. J'ai souvent remercié le ciel de n'avoir qu'une seule sœur, une enfant gâtée qui plus est, et d'avoir ainsi échappé longtemps au supplice d'une gouvernante. Comment allez-vous faire pour la supporter à présent? Demanda Lucia. Je quitterai la maison quand elle y sera. Non, tu ne le feras pas. Tu es trop paresseux, Gérald, lança un homme plus jeune et plus énergique de l'embrasure où il taquinait ses chiens. Je vais lui donner 3 jours d'essai. Si elle se montre supportable, je ne me dérangerai pas. Si, comme j'en suis certain, elle m'ennuie, je pars n'importe où loin d'elle. Je vous prie de ne pas parler de façon aussi déprimante, les garçons. Je redoute bien plus que vous la venue d'une étrangère, mais il ne faut pas négliger Bella. Je me suis donc armée de courage pour supporter cette femme, et Lucia a la gentillesse de dire qu'elle s'occupera d'elle après ce soir. Ne vous inquiétez pas, maman. C'est sûrement quelqu'un de bien, et quand nous nous serons habitués à elle, je suis certaine que nous serons contents de sa présence. On s'ennuie tellement ici en ce moment. Lady Sydney a dit que c'était une fille calme, accomplie, aimable, qui avait besoin d'un foyer, et qui me serait d'un grand secours à moi, pauvre idiote que je suis. Alors essayez de l'aimer, faites-le pour moi. J'essaierai, ma chérie, mais il se fait tard, non? J'espère qu'il n'est rien arrivé de fâcheux. Leur avez-vous dit de lui envoyer une voiture à la gare, Gérald? J'ai oublié, mais ce n'est pas loin, ça ne lui fera pas de mal de marcher, répondit-il d'une voix languissante. C'est de la paresse, pas un oubli, je le sais. Je suis vraiment navrée. Elle va nous trouver impolis de l'avoir laissée trouver son chemin toute seule à une heure aussi tardive. Occupe-t'en, Ned. Trop tard, Bella, le train est arrivé depuis un moment. La prochaine fois, c'est à moi qu'il faudra donner vos ordres, mère, et je veillerai à ce qu'ils soient pris en compte, dit Édouard. Ned est à l'âge où les garçons se rendent ridicules pour n'importe quelle fille qui croise leur route. Surveillez la gouvernante Lucia, ou elle risque de l'ensorceler. Gérald prononça ces mots dans un murmure moqueur, mais son frère l'entendit et répondit en riant avec bonne humeur. Si seulement il y avait un peu d'espoir pour que tu te rendes ridicule de la même manière, mon vieux. Donne-moi le bon exemple et je te promets de le suivre. Quant à la gouvernante, c'est une femme et elle doit être traitée avec une politesse élémentaire. Je dirais même qu'un peu de gentillesse serait bienvenue, car elle est pauvre et ne nous connaît pas.
Voilà bien, mon cher Ned au grand cœur. Nous allons aider la pauvre petite Mouire, n'est-ce pas? Bella courut vers lui et se mit sur la pointe des pieds pour lui offrir un baiser qu'il ne put refuser. Car elle tendait ses lèvres roses en une moue engageante et ses yeux clairs étaient remplis d'affection pour son frère. J'espère vraiment qu'elle est arrivée, car lorsque je fais un effort pour voir quelqu'un, j'ai horreur que ce soit en vain. La ponctualité est une grande vertu et je sais que cette femme ne la possède pas, car elle avait promis d'être là à 7 heures et il est déjà beaucoup plus tard, commença madame Coventry d'un ton offensé. Avant qu'elle ait pu reprendre son souffle pour se plaindre encore, la pendule sonna 7 heures et la sonnette retentit. La voilà, s'écria Bella. Elle se tourna vers la porte comme pour aller à la rencontre de la nouvelle venue. Lucia l'arrêta et lui dit avec autorité. Restez ici, mon petit. C'est à elle de venir vers nous, pas à vous d'aller vers elle. Mademoiselle Muir, annonça une domestique, et une petite silhouette en robe noire s'encadra dans la porte. Personne ne bougea pendant un instant, et la gouvernante eut le temps de voir et d'être vue avant que le premier mot soit prononcé. Tous la contemplaient, et elle jeta sur la famille un regard pénétrant qui les impressionna étrangement. Puis elle baissa les yeux et fit une petite révérence en s'avançant. Édouard vint à sa rencontre et l'accueillit avec une franche cordialité que rien ne pouvait intimider ni refroidir. Mère, voici la personne que vous attendiez. Mademoiselle Muir, permettez-moi de vous présenter nos excuses pour notre négligence apparente, car personne n'est venu vous chercher. Il y a eu un malentendu à propos de la voiture, ou plutôt l'indolent qui a reçu l'ordre de s'en occuper a oublié. Bella, viens ici. Merci, inutile de vous excuser, je ne m'attendais pas à ce qu'on vienne me chercher. Et la gouvernante s'assit humblement, sans lever les yeux. Je suis contente de vous voir. Donnez-moi vos affaires, dit Bella timidement, car Gérald, toujours allongé, regardait le groupe près de la cheminée avec un intérêt languissant, et Lucia ne bougeait pas. Madame Coventry l'étudia une seconde fois et commença. Vous êtes à l'heure, mademoiselle Muir, ce qui me fait plaisir. Je suis une pauvre infirme, comme vous l'a dit Lady Sydney, je l'espère. Par conséquent, les leçons de mademoiselle Coventry seront dirigées par ma nièce, et c'est auprès d'elle que vous prendrez vos instructions, car elle sait ce que je veux. Vous m'excuserez si je vous pose quelques questions, car le mot de Lady Sydney était très bref, et je me suis fiée à son jugement. Demandez-moi tout ce que vous voulez, madame, répondit-elle d'une voix douce et triste. Vous êtes écossaise, je crois. Oui, madame. Vos parents sont-ils en vie? Je n'ai personne au monde. Mon Dieu, comme c'est triste. Puis-je vous demander votre âge? 19 ans. Un sourire passa sur les lèvres de mademoiselle Muir, tandis qu'elle croisait les mains d'un air résigné, car l'interrogatoire promettait d'être long. Si jeune. Lady Sydney a parlé de 25 ans, je crois, n'est-ce pas, Bella? Non, maman, elle a simplement dit que c'était ce qu'elle pensait. Ne posez pas de telles questions. Ce n'est pas agréable devant nous tous, murmura Bella. Un regard rapide et reconnaissant brilla dans les yeux soudain levés de mademoiselle Muir, et elle dit avec calme. J'aimerais en avoir 30, mais comme ce n'est pas le cas, je fais de mon mieux pour paraître plus vieille. Naturellement, tout le monde la regarda, et tous éprouvèrent une trace de pitié à la vue de la jeune fille, au teint pâle dans sa robe noire et ordinaire, sans ornement à l'exception d'une petite croix en argent autour du cou. Elle était petite, mince et terne, avec des cheveux blonds, des yeux gris et des traits anguleux, irréguliers mais très expressifs. La pauvreté paraissait avoir laissé son empreinte sur elle et la vie lui avoir réservé plus de froidure que de soleil. Quelque chose en sa bouche révélait toutefois de la force, et sa voix claire et basse possédait un curieux mélange d'autorité et de prière dans ses intonations changeantes. Elle n'était pas attirante, sans non plus être ordinaire. Assise là, ses mains délicates sur ses genoux, la tête baissée, une expression amère sur son petit visage, elle était plus intéressante que bien des filles joyeuses et florissantes. Bella se prit tout de suite de sympathie pour elle et rapprocha son siège, tandis qu'Édouard retournait à ses chiens pour qu'elle ne soit pas gênée par sa présence. Je crois que vous avez été malade, poursuivit madame Coventry, qui considérait ce fait comme le plus intéressant de tout ce qu'elle avait entendu sur la gouvernante. Oui, madame, j'ai quitté l'hôpital il y a seulement une semaine. Êtes-vous tout à fait certaine qu'il n'est pas dangereux de commencer à enseigner si vite? Je n'ai pas de temps à perdre et je retrouverai vite des forces ici, à la campagne, si vous voulez bien me garder. Et vous êtes capable d'enseigner la musique, le français et le dessin? Je m'efforcerai de vous le prouver. Veuillez nous jouer un air ou deux, je saurai me faire une idée d'après votre toucher. Je jouais bien quand j'étais jeune. Mademoiselle Muir se leva, chercha l'instrument autour d'elle et se dirigea vers l'autre bout de la pièce en passant près de Gérald et Lucia, comme si elle ne les voyait pas. Bella la suivit et, en peu de temps, l'admiration lui fit tout oublier. Mademoiselle Muir jouait comme quelqu'un qui adore la musique et elle maîtrisait parfaitement son art. Elle les charma tous par la magie de son talent. Même l'indolent Gérald se redressa pour écouter et Lucia posa son aiguille, tandis que Ned regardait les doigts blancs et minces voler sur les touches et s'émerveillait de la force et de l'adresse qu'il possédait.
Chantez, s'il vous plaît, implora Bella à la fin d'une brillante ouverture. Avec la même humble obéissance, mademoiselle Muir s'exécuta et entonna une petite mélodie écossaise, si douce, si triste, que les yeux de la jeune fille s'emplirent de larmes et madame Coventry chercha l'un de ses nombreux mouchoirs de poche. Soudain, la musique cessa, car, dans un vain effort pour rester assise, la chanteuse glissa de son siège et tomba devant son auditoire alarmé, aussi blanche et rigide que si elle avait été frappée par une mort subite. Édouard la releva, enjoignit à son frère de quitter le divan et y fit étendre la jeune fille, tandis que Bella lui frictionnait les mains et que sa mère sonnait la bonne. Lucia lui baignait les tempes et Gérald, avec une énergie inaccoutumée, apporta un verre de vin. Bientôt les lèvres de mademoiselle Muir tremblèrent. Elle soupira, puis murmura tendrement avec un joli accent écossais, comme si elle errait dans le passé. Restez avec moi, maman. Je suis si triste et si malade ici, toute seule. Buvez une gorgée, cela vous fera du bien, ma chère, dit madame Coventry, très touchée par ces paroles plaintives. La voix étrangère sembla la faire revenir à elle. Elle s'assit, regarda un moment autour d'elle, un peu égarée, puis se reprit et dit, d'un air et d'une voix pathétique, je vous demande pardon. Je suis restée debout toute la journée et, dans mon empressement à être exacte à mon rendez-vous, j'ai oublié de manger depuis ce matin. Je me sens mieux à présent. Voulez-vous que je termine la chanson? En aucune façon. Venez prendre le thé, dit Bella, remplie de pitié et de remords. Scène 1, très bien joué, chuchota Gérald à sa cousine. Mademoiselle Muir était devant eux et écoutait apparemment les remarques de madame Coventry sur les évanouissements, mais elle entendit et regarda par-dessus son épaule dans une attitude évoquant Rachel. En cet instant, ses yeux gris parurent noirs avec une intense expression de colère, de fierté et de défi. Un étrange sourire passa sur son visage quand elle se pencha et dit de sa voix pénétrante. Merci. La dernière scène sera encore meilleure. Le jeune Coventry était un homme calme, indolent, rarement conscient d'une émotion, d'une passion et par ailleurs agréable. Toutefois, devant l'expression et le ton de la gouvernante, il ressentit une sensation nouvelle, indéfinissable et pourtant forte. Il rougit et, pour la première fois de sa vie, eut l'air décontenancé. Lucia s'en aperçut et éprouva une haine soudaine pour mademoiselle Muir, car, au cours de toutes les années qu'elle avait passées avec son cousin, ni une expression ni un mot venant d'elle n'avait eu ce pouvoir. Coventry se ressaisit immédiatement, sans trace de ce changement passager, sinon un air d'intérêt dans ses yeux habituellement rêveurs et un soupçon de colère dans sa voix sarcastique. Quelle comédienne! Je partirai demain. Lucia rit et fut très contente quand il s'éloigna d'un pas nonchalant en direction de la table où se déroulait une petite scène pour lui apporter une tasse de thé. Madame Coventry s'était de nouveau enfoncée dans son fauteuil, épuisée par l'agitation causée par l'évanouissement. Bella s'affairait autour d'elle et Édouard, pressé de donner à manger à la gouvernante si pâle, essayait maladroitement de faire le thé, après avoir lancé un regard implorant à sa cousine que celle-ci choisit d'ignorer. Il renversa la boîte à thé et émit une exclamation de désespoir. Mademoiselle Muir prit tranquillement sa place derrière la fontaine à thé et dit au jeune homme, en lui adressant un sourire et un regard timide, permettez-moi de prendre mon service tout de suite et de tous vous servir. Je connais l'art de faire plaisir en ce domaine. La cuillère, s'il vous plaît. Je peux très bien m'occuper de tout toute seule, si vous voulez bien me dire comment votre mère aime son thé. Édouard rapprocha une chaise de la table et s'amusa de sa mésaventure, tandis que mademoiselle Muir exécutait sa tâche avec une adresse et une grâce qui faisaient plaisir à regarder. Elle tendit à Coventry une tasse fumante et il s'attarda un instant pour l'observer de plus près, tout en posant une ou deux questions à son frère. Elle ne fit pas plus attention à lui que s'il était une statue, et, au milieu de l'unique remarque qu'il lui adressa, elle se leva pour apporter le sucrier à madame Coventry, qui était tout à fait conquise par la grâce modeste et domestique de la nouvelle gouvernante. Vraiment, ma chère, vous êtes une perle. Je n'ai pas bu de thé aussi bon depuis la mort de la pauvre Élise, ma femme de chambre. Bella ne le fait jamais bien, et mademoiselle Lucia oublie toujours la crème. Apparemment, vous faites bien tout ce que vous entreprenez, et c'est tellement réconfortant. Alors permettez-moi de toujours le faire pour vous. Ce sera un plaisir, madame. Mademoiselle Muir retourna s'asseoir avec un peu de couleur aux joues, ce qui la rendait beaucoup plus jolie. Mon frère demandait si le jeune Sidney était chez lui quand vous êtes parti, dit Édouard, car Gérald ne voulait pas se donner la peine de répéter sa question. Mademoiselle Muir fixa Coventry et répondit avec un léger frémissement des lèvres. Non, il est parti il y a quelques semaines. Le jeune homme revint près de sa cousine et tittant s'affalant à côté d'elle. Je ne partirai pas demain, j'attendrai que les 3 jours soient écoulés. Quoi demanda Lucia. Il baissa la voix et dit, avec un signe de tête appuyé en direction de la gouvernante, parce que j'ai l'impression qu'elle est au cœur du mystère de Sydney. Il n'est plus le même depuis quelque temps, et voilà qu'il est parti sans un mot. J'aime bien les histoires d'amour dans la vie réelle, si elles ne sont pas trop longues ou pas trop difficiles à lire. La trouvez-vous jolie? Loin de là, c'est un petit spécimen très étrange. Alors pourquoi penser que Sidney en est amoureux? C'est un excentrique et il aime les sensations et les choses de ce genre. Que voulez-vous dire, Gérald? Faites en sorte que la Muire vous regarde comme elle m'a regardé et vous comprendrez.
Voulez-vous une autre tasse de thé, non? Oui, s'il vous plaît. Elle était contente de ses attentions car il n'en avait pour aucune autre femme excepté sa mère. Avant qu'il ait eu le temps de se lever lentement, mademoiselle Muir se glissa près d'eux en portant une tasse sur le plateau. Lucia la prit avec un froid signe de tête et la jeune fille dit à voix basse. Il me semble honnête de vous dire que je suis dotée d'une ouïe très fine et je ne peux m'empêcher d'entendre ce qui se dit dans la pièce. Ce que vous dites de moi n'a pas d'importance, mais vous pourriez parler de choses que vous préféreriez que je n'entende pas. Par conséquent, je me permets de vous prévenir. Elle repartit aussi silencieusement qu'elle était venue. Que pensez-vous de cela murmura Coventry, tandis que sa cousine regardait la jeune fille d'un air troublé. Quelle personne déconcertante nous avons dans la maison. Je suis vraiment désolée d'avoir conseillé de la faire venir, car votre mère s'est entichée d'elle et il va être difficile de s'en débarrasser, dit Lucia, mi-fâchée, mi-amusée. Chut, elle entend chaque mot que vous prononcez. Je le vois à l'expression de son visage, car Ned parle de chevaux et elle se montre aussi hautaine que vous pouvez l'être, et ce n'est pas peu dire. Ma foi, cela devient intéressant. Écoutez, elle parle, je veux entendre. Et Lucia posa sa main sur les lèvres de son cousin. Il l'embrassa, puis joua nonchalamment à tourner les bagues sur ses doigts minces. J'ai passé plusieurs années en France, madame, mais mon ami est décédé et je suis rentrée pour être auprès de Lady Sydney jusqu'à ce que... Muir s'interrompit un instant, puis ajouta lentement. Jusqu'à ce que je tombe malade. C'était une fièvre contagieuse, et je suis donc allée à l'hôpital de mon plein gré, car je ne voulais pas la mettre en danger. Vous avez eu tout à fait raison, mais êtes-vous certaine qu'il n'y ait plus de risque d'infection demanda madame Coventry avec inquiétude. Aucun, je vous assure. Je suis guérie depuis quelque temps, mais j'ai préféré rester là-bas plutôt que de retourner auprès de Lady Sydney. Pas de différend, j'espère. Pas de problème de quelque ordre que ce soit. Pas de différend, mais... Enfin, pourquoi pas. Vous avez le droit de savoir, et je ne vais pas faire bêtement mystère d'une chose très simple. Comme seule votre famille est présente, je peux dire la vérité. Je ne suis pas revenue à cause du jeune monsieur. Ne m'en demandez pas plus, je vous prie. Ah, je vois. Tout à fait prudent et convenable, mademoiselle Muir. Je n'y ferai plus jamais allusion. Merci de votre franchise. Bella, vous ferez attention de ne pas en parler à vos jeunes amies. Les jeunes filles bavardent beaucoup, et Lady Sydney serait très contrariée qu'on en parle. Très obligeant de la part de Lady S. d'envoyer la jeune dame dangereuse ici, où il y a deux jeunes messieurs à séduire. Je me demande pourquoi elle n'a pas gardé Sydney après l'avoir conquis, murmura Coventry à sa cousine. Parce qu'elle avait le plus grand mépris pour cet idiot titré. Mademoiselle Muir lâcha ces mots presque dans son oreille en se penchant pour prendre son châle dans le coin du divan. Comment diable est-elle venue ici s'écria Coventry comme s'il avait reçu une autre sensation. Elle a du caractère, cependant, et, ma parole, je plains Sidney s'il a essayé de l'éblouir, car il a dû essuyer un splendide refus. Venez jouer au billard. Vous me l'avez promis et je veux que vous teniez votre promesse, dit Lucia en se levant d'un air décidé, car Gérald montrait trop d'intérêt à une autre pour que cela plût à mademoiselle Beaufort. Je suis, comme toujours, votre dévoué serviteur. Ma mère est une femme charmante, mais je trouve nos soirées un peu ennuyeuses quand seule ma famille est présente. Bonne nuit, maman. Il serra la main de sa mère, dont il était la fierté et l'idole, et avec un signe de tête général aux autres, suivit nonchalamment sa cousine. Maintenant qu'ils sont partis, nous sommes entre nous et nous pouvons parler, car Ned ne me dérange pas plus que ses chiens, dit Bella en s'installant sur le tabouret de sa mère. Je veux seulement dire, mademoiselle Muir, que ma fille n'a jamais eu de gouvernante et elle est très en retard pour une fille de 16 ans. Je veux que vous passiez les matinées avec elle et que vous la fassiez progresser le plus vite possible. L'après-midi, vous vous promènerez avec elle à pied ou en voiture et vous passerez les soirées avec nous, si vous le voulez, ou vous vous occuperez comme bon vous semblera. À la campagne, nous menons une vie très calme, car je ne supporte guère la compagnie, et quand mes fils ont envie de gaieté, ils s'en vont. Mademoiselle Beaufort surveille les domestiques et prend ma place dans la mesure du possible. Je suis très fragile et je reste dans ma chambre jusqu'au soir, sauf le temps de prendre l'air à midi. Nous allons faire un essai réciproque un mois, et j'espère que nous nous entendrons très bien. Je ferai de mon mieux, madame. Il était difficile de croire que la voix soumise et terne qui prononça ces mots était celle qui avait surpris Coventry quelques minutes plus tôt. Pas plus que le visage blême et patient ne semblait capable de s'embraser avec une flamme soudaine, comme lorsque mademoiselle Muir avait regardé par-dessus son épaule et répondu à son jeune hôte. Édouard pensa. Pauvre petite femme, elle a eu une vie difficile. Nous allons essayer de la lui rendre plus facile pendant qu'elle est ici. Il commença son œuvre de charité en suggérant qu'elle était peut-être fatiguée. Elle le reconnut et Bella l'emmena dans une pièce claire et confortable où elle la laissa après quelques paroles gentilles et un baiser pour lui souhaiter bonne nuit. La conduite de mademoiselle Muir, une fois seule, était pour le moins étrange. Elle serra les poings et marmonna entre ses dents avec une énergie sauvage. Je n'échouerai pas une fois de plus si l'esprit et la volonté d'une femme possèdent un pouvoir. Elle resta un moment sans bouger, avec une expression de dédain presque féroce, puis brandit son poing serré comme si elle menaçait un ennemi invisible.
Puis elle se mit à rire et haussa les épaules comme le font les Français en se disant à voix basse: Oui, la dernière scène sera meilleure que la première. Mon Dieu, que je suis fatiguée, que j'ai faim. Elle s'agenouilla devant l'unique petite malle qui contenait tous ses biens, l'ouvrit, en sortit un flacon et se servit un verre de cordial bien fort qu'elle sembla grandement apprécier, assise sur le tapis, l'air pensif, tandis que son regard vif examinait chaque recoin de la pièce. Pas mal, ça va être un bon terrain pour travailler et plus la tâche sera difficile, plus j'y prendrai plaisir. Merci, mon vieil ami, tu m'as donné du courage quand rien d'autre ne le pouvait. Allons, le rideau est baissé et je peux être moi-même quelques heures, si les actrices ne sont jamais vraiment elles-mêmes. Toujours assise par terre, elle dénoua et ôta ses longues tresses épaisses, essuya le rose de son visage, enleva plusieurs redans perlés et quitta sa robe. Elle apparut en effet telle qu'elle était, une femme d'au moins 30 ans, décharnée, usée et maussade. La métamorphose était prodigieuse, mais le déguisement tenait plus à l'expression qu'elle se donnait que dans l'art du costume ou des ornements factices. Elle était seule et ses traits mobiles reprirent leur expression naturelle, lasse, dure et amère. Elle avait été jolie autrefois, heureuse, innocente et tendre, mais il ne restait rien de tout cela chez la femme sombre, adossée là à ruminer sur un tort, une perte ou une déception qui avait assombri toute sa vie. Elle resta assise ainsi environ 1 heure, jouant d'un air distrait avec les rares boucles qui encadraient son visage ou portant le verre à ses lèvres comme si la gorgée brûlante réchauffait son sang glacé. Elle découvrit même à demi son sein pour observer d'un œil terrible la cicatrice de la blessure guérie depuis peu. Finalement, elle se leva et se glissa au lit, comme si elle était épuisée de fatigue et de souffrance mentale. Chapitre 2. Un bon début. Seules les femmes de chambre étaient levées quand mademoiselle Muir quitta sa chambre le lendemain matin et se glissa silencieusement dans le jardin. Tout en marchant, apparemment absorbée par les fleurs, elle examinait d'un œil vif la belle et vieille maison et ses abords pittoresques. Pas mal, se dit-elle, et elle ajouta, en entrant dans le parc contigu, mais l'autre est peut-être mieux et je veux le meilleur. D'un pas rapide, elle arriva enfin sur la grande pelouse verte qui s'étendait devant le vieux manoir où Sir John Coventry vivait dans une splendeur solitaire. Ce vieux domaine majestueux comptait de nombreux chênes, des bosquets bien entretenus, des jardins agréables, des terrasses ensoleillées, des pignons sculptés, des pièces spacieuses, des domestiques en livrée et tous les luxes qui conviennent à la demeure ancestrale d'une famille riche et honorable. Les yeux de mademoiselle Muir se mirent à briller, son pas s'affermit, son port devint plus altier et un sourire s'épanouit sur son visage, le sourire de celle qui se réjouit à la perspective de voir se réaliser un espoir très cher. Soudain, elle changea complètement d'attitude. Elle repoussa son chapeau en arrière, croisa les mains devant elle et parut s'absorber avec une admiration enfantine dans le spectacle délicieux qui ne pouvait manquer de charmer un œil épris de beauté. La cause de ce brusque changement apparut bientôt. Un homme vigoureux et élégant, entre 50 et 60 ans, franchit la petite grille menant au parc et, voyant la jeune inconnue, s'immobilisa pour l'examiner. Il n'eut cependant le temps de ne lui jeter qu'un coup d'œil. Elle parut s'apercevoir de sa présence, se tourna d'un air effrayé, émit une exclamation de surprise et eut l'air d'hésiter entre parler et s'enfuir. Le galant Sir John ôta son chapeau et dit avec la courtoisie désuète qui lui allait si bien: Je vous demande pardon de vous avoir dérangé, jeune dame. Permettez-moi de me racheter en vous invitant à vous promener où bon vous semble et accueillir les fleurs qui vous plaisent. Je vois que vous les appréciez, alors je vous en prie, n'hésitez pas à prendre celles qui sont autour de vous. Avec une timidité de jeune fille et une ingénuité charmante, mademoiselle Muir répondit: Oh, merci, monsieur, mais c'est moi qui dois vous demander pardon d'être entrée sans permission. Je n'aurais jamais osé si je n'avais pas su que Sir John était absent. J'ai toujours voulu voir ce beau domaine ancien, et j'y suis venue tout de suite pour satisfaire ma curiosité. Et êtes-vous satisfaite demanda-t-il avec un sourire. Plus que satisfaite, je suis charmée car c'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu, et j'ai vu beaucoup de châteaux célèbres, ici et à l'étranger, répondit-elle avec enthousiasme. Le manoir est très flatté, son maître le serait aussi s'il vous entendait, commença le gentilhomme avec une curieuse expression. Je ne lui en ferai pas l'éloge, du moins pas aussi librement qu'à vous, monsieur, dit la jeune fille en détournant toujours les yeux. Pourquoi donc demanda son compagnon d'un air très amusé. J'aurais peur. Non pas que je redoute Sir John, mais j'ai entendu tant de belles et nobles choses sur son compte, et je le respecte à tel point que je n'oserais pas dire grand-chose, de peur qu'il ne voie à quel point je l'admire. Et quoi, jeune dame? Terminez, je vous prie. J'allais dire, je l'aime. Je peux le dire car c'est un vieil homme, et on ne peut s'empêcher d'aimer la vertu et le courage.
Mademoiselle Muir paraissait très sérieuse et très jolie en parlant. Elle se tenait debout et le soleil jouait sur ses cheveux blonds, son visage fin et ses yeux baissés. Sir John n'était pas vaniteux, mais il trouvait agréable d'entendre des éloges sur sa personne de la bouche d'une jeune fille inconnue, et son désir de savoir qui elle était redoubla. Trop bien élevée pour poser des questions ou pour la déconcerter en avouant ce dont elle ne semblait pas consciente, il laissa ces deux découvertes au hasard. Lorsqu'elle se retourna, comme pour revenir sur ses pas, il lui offrit le bouquet de fleurs de serre qu'il tenait en disant, avec un élégant salut: De la part de Sir John, permettez-moi de vous donner mon petit bouquet avec mes remerciements pour votre bonne opinion, qui, je vous l'assure, n'est pas entièrement méritée, car je le connais bien. Mademoiselle Muir leva rapidement la tête, le regarda un instant, puis baissa les yeux et, en rougissant, bégaya: Je ne savais pas. Je vous demande pardon. Vous êtes si gentil, Sir John. Il se mit à rire, comme un jeune garçon, et demanda avec malice: Pourquoi m'appelez-vous Sir John? Comment savez-vous que je ne suis pas le jardinier ou le maître d'hôtel? Je n'avais pas vu votre visage et personne d'autre que vous ne dirait que les éloges ne sont pas mérités, murmura mademoiselle Muir, encore remplie de confusion enfantine. Bien, bien, n'en parlons plus, et à votre prochaine visite, nous serons présentés dans les règles. Bella amène toujours ses amis au manoir, car j'aime beaucoup la jeunesse. Je ne suis pas une amie, je ne suis que la gouvernante de mademoiselle Coventry. Mademoiselle Muir fit une humble révérence. Un léger changement affecta les manières de Sir John. Peu de gens l'auraient remarqué, mais mademoiselle Muir s'en aperçut immédiatement et se mordit les lèvres avec un pincement de colère. Avec une étrange fierté mêlée de respect, elle accepta le bouquet qu'il lui offrait toujours, rendit à Sir John ses salutations et partit d'un pas léger en laissant le vieux gentilhomme se demander où madame Coventry avait trouvé une petite gouvernante aussi piquante. Voilà qui est fait et très bien fait pour un début, se dit-elle en approchant de la maison. Tout près, dans un paddock, un beau cheval broutait. Il leva la tête et la regarda d'un air interrogateur, comme s'il attendait un salut. Mue par une impulsion soudaine, elle entra dans le paddock, cueillit une poignée de trèfles et invita l'animal à s'approcher pour la manger. C'était manifestement une nouvelle façon d'agir de la part d'une dame et le cheval se mit à galoper comme s'il était décidé à effrayer la nouvelle venue et à la faire fuir. Je vois, dit-elle tout haut en riant pour elle-même. Je ne suis pas ta maîtresse et tu te rebelles. Néanmoins, je ferai ta conquête, mon bel animal. Elle s'assit dans l'herbe, se mit à cueillir des pâquerettes en chantonnant comme si elle n'avait pas conscience des cabrioles fougueuses du cheval. Bientôt il s'approcha, en reniflant avec curiosité, la regarda avec surprise. Il n'y fit pas attention, tressa les pâquerettes et continua à chanter comme s'il n'était pas là. Cela parut piquer au vif l'animal boudeur. Il s'approcha lentement et fut finalement si près d'elle qu'il reniflait son petit pied et mordillait sa robe. Elle lui offrit alors le trèfle en prononçant des paroles caressantes et en émettant des sons apaisants. Petit à petit, et avec beaucoup de coquetterie, le cheval l'autorisa à lui caresser l'encolure et à lui lisser la crinière. C'était un spectacle charmant, la mince silhouette dans l'herbe, le cheval fougueux baissant sa fière encolure jusqu'à sa main. Édouard Coventry, qui contemplait la scène, ne put se retenir plus longtemps. Il enjamba le muret et vint rejoindre le groupe en disant, avec une admiration mêlée d'étonnement sur le visage et dans la voix: Bonjour, mademoiselle Muir. Si je n'avais pas eu la preuve de votre adresse et de votre courage sous les yeux, je m'inquiéterais pour votre sécurité. Hector est un animal sauvage et capricieux. Il a blessé plus d'un palefrenier qui tentait de le dompter. Bonjour, monsieur Coventry. Ne racontez pas d'histoire sur ce noble animal qui n'a pas trompé ma foi en lui. Vos palefreniers n'ont pas su comment gagner son cœur et ont voulu soumettre son esprit sans le dresser. Mademoiselle Muir se leva en parlant et resta debout, la main sur l'encolure d'Hector, tandis qu'il mangeait l'herbe qu'elle avait rassemblée dans sa jupe. Vous avez un secret, et Hector est devenu votre sujet, bien que, jusqu'ici, il ait rejeté toutes les amitiés à l'exception de celle de son maître. Voulez-vous lui donner son festin du matin? Je lui apporte toujours du pain et je joue avec lui avant le petit déjeuner. Alors vous n'êtes pas jaloux? Elle leva la tête et le regarda avec des yeux si brillants et si beaux par leur expression que le jeune homme se demanda pourquoi il ne les avait pas remarqués plus tôt. Non, choyez-le autant que vous voulez, cela lui fera du bien. C'est un solitaire car il méprise son espèce et vit seul comme son maître, ajouta-t-il à moitié pour lui-même. Seul dans une famille aussi heureuse, monsieur Coventry? Un regard doux et compatissant passa dans ses yeux brillants. C'étaient des paroles ingrates et je les retire à cause de Bella. Les cadets n'ont que la position qu'ils se font eux-mêmes et, vous comprenez, aucune occasion ne s'est encore présentée. Les cadets. Je pensais. Je vous demande pardon. Mademoiselle Muir se tut, comme si elle se souvenait qu'elle n'avait pas le droit de poser de questions. Édouard sourit et répondit avec franchise. Non, ne faites pas attention. Vous pensiez peut-être que j'étais l'héritier. Pour qui avez-vous pris mon frère hier soir? Pour un invité qui admirait mademoiselle Beaufort.
Je n'ai pas entendu son nom et je ne l'ai pas observé suffisamment pour découvrir qui il était. Je n'ai vu que votre gentille mère, votre charmante petite sœur et... Elle s'interrompit avec un regard mi-intimidé, mi-reconnaissant en direction du jeune homme, regard qui termina sa phrase mieux que des mots. C'était encore un très jeune homme, malgré ses 21 ans. Ses joues brunes se teintèrent un peu quand le regard expressif rencontra le sien et qu'elle baissa les yeux. Oui, Bella est une fille épatante et on ne pas l'aimer. Je sais que vous la ferez progresser car c'est vraiment un délicieux petit cancre. La mauvaise santé de ma mère et le dévouement que lui témoigne Bella nous ont empêchés de nous occuper plus tôt de son éducation. L'hiver prochain, quand nous irons en ville, elle fera son entrée dans le monde et elle doit être prête pour ce grand événement, vous comprenez? Dit-il en choisissant un sujet sans risque. Je ferai de mon mieux. Et cela me rappelle que je dois aller la rejoindre au lieu de m'amuser ici. Quand on a été malade et enfermé longtemps, la campagne paraît si belle qu'on en vient à oublier ses obligations. Rappelez-moi à l'ordre, je vous prie, si je suis négligente, monsieur Coventry. Ce nom appartient à Gérald. Je suis seulement Ned ici, dit-il tandis qu'ils approchaient de la maison, suivis jusqu'au mur par Hector qui lança un adieu sonore derrière eux. Bella arriva en courant à leur rencontre et salua mademoiselle Muir, comme si elle avait décidé de l'aimer sincèrement. Quel joli bouquet! Je ne sais pas bien arranger les fleurs, ce qui me contrarie, car maman les aime beaucoup et ne peut pas sortir elle-même. Vous avez un goût charmant, dit-elle en examinant le gracieux petit bouquet que mademoiselle Muir avait beaucoup amélioré en ajoutant des herbes dufteuses, des fougères délicates et des fleurs sauvages odorantes aux fleurs exotiques de Sir John. Elle le mit dans la main de Bella et dit d'une voix charmeuse. Apportez-le à votre mère et demandez-lui si je peux avoir le plaisir de lui composer un petit bouquet quotidien, car je serais vraiment ravie de le faire si elle apprécie celui-ci. Comme vous êtes gentille. Bien sûr que ça lui fera plaisir. Je vais le lui apporter pendant qu'il est encore humide de rosée. Bella partit en courant, impatiente d'apporter les fleurs ainsi que le gentil message à la pauvre invalide. Édouard s'arrêta pour parler au jardinier et mademoiselle Muir monta les marches toute seule. Le long vestibule était orné de portraits qu'elle examina avec intérêt. L'un arrêta son regard. Elle s'immobilisa et l'observa minutieusement. Un visage de femme jeune, belle mais très hautaine. Mademoiselle Muir se douta tout de suite de qui il s'agissait et fit un signe de tête résolu, comme si elle trouvait là une occasion inespérée. Un léger bruissement derrière elle la fit se retourner et, voyant Lucia, elle se pencha à demi tournée, comme pour jeter un coup d'œil au tableau et dit, comme par mégarde: Comme il est beau. Puis-je vous demander si c'est une de vos ancêtres, mademoiselle Beaufort? C'est le portrait de ma mère, répondit-elle d'une voix douce, les yeux levés avec tendresse. Ah, j'aurais dû m'en douter, à cause de la ressemblance, mais je vous ai à peine vu hier soir. Veuillez excuser mon sans-gêne, mais Lady Sydney me traitait en amie et j'oublie ma position. Permettez-moi. En parlant, mademoiselle Muir se baissa pour ramasser le mouchoir qui était tombé de la main de Lucia. Elle le fit avec un air humble qui toucha celle-ci, car, bien que fière, elle était aussi très généreuse. Merci. Vous sentez-vous mieux ce matin? Dit-elle avec grâce. Ayant reçu une réponse affirmative, elle ajouta tout en avançant. Je vais vous montrer la pièce du petit déjeuner puisque Bella n'est pas ici. C'est un repas très simple chez nous, car ma tante ne descend jamais et mes cousins n'ont pas d'horaire régulier. Vous pouvez le prendre quand vous voulez, sans nous attendre, si vous êtes matinale. Bella et Édouard parurent avant qu'elle soit assise et mademoiselle Muir prit tranquillement son petit déjeuner, très contente de son heure de travail. Ned raconta son exploit avec Hector. Bella la remercia pour les fleurs de la part de sa mère et Lucia rappela plus d'une fois, avec une vanité excusable, que la gouvernante l'avait comparée à sa ravissante mère, exprimant d'un regard autant d'admiration pour son portrait vivant que pour celui qui était peint. Tous firent avec bienveillance de leur mieux pour que la jeune fille pâle se sentît à l'aise et leur attitude cordiale parut lui réchauffer le cœur et la tirer de sa réserve. Bientôt elle abandonna son air triste et soumis et leur raconta des anecdotes amusantes sur sa vie à Paris, ses voyages en Russie quand elle était la gouvernante de la famille du prince Germadov, et toutes sortes d'histoires spirituelles qui les intéressèrent et les égayèrent longtemps après la fin du repas. Au milieu d'une aventure passionnante, Coventry entra, fit un signe de tête nonchalant, fronça les sourcils comme si la présence de la gouvernante le surprenait, et entama son petit déjeuner comme si l'ennui d'une nouvelle journée s'était déjà emparé de lui. Mademoiselle Muir s'arrêta net et aucune prière ne put l'amener à poursuivre. Je terminerai une autre fois, si vous voulez. À présent, mademoiselle Bella et moi devons nous mettre à nos livres. Elle quitta la pièce suivie de son élève, sans faire attention au jeune maître de maison, à part un salut gracieux en réponse à son signe de tête insouciant. Quelle femme miséricordieuse! Elle s'en va quand j'arrive et ne me rend pas la vie insupportable en broyant du noir devant mes yeux.
Fait-elle partie des moralistes, des mélancoliques, des romantiques ou des impétueuses, Ned demanda Gérald en paraissant devant son café comme devant tout ce qu'il entreprenait. Rien de cela, c'est une petite femme épatante. J'aurais voulu que tu la voies apprivoiser Hector ce matin. Édouard répéta son histoire. Ce n'est pas une mauvaise manœuvre de sa part, répliqua Coventry. Cette jeune personne doit être observatrice en même temps qu'énergique pour avoir trouvé ta plus grande faiblesse et l'avoir attaqué si vite. D'abord apprivoiser le cheval, puis le maître. Ce sera amusant d'examiner le jeu, mais je me verrai dans la pénible obligation de déjouer vos plans à tous deux si ça devient sérieux. Si je n'étais pas au-dessus de penser du mal d'une jeune fille inoffensive, je dirais que c'est toi le gros lot et je te conseillerais de faire attention à ton propre cœur si tu en as un, ce dont je doute. J'en doute souvent moi-même, mais j'imagine que la petite écossaise ne sera capable de satisfaire aucun de nous deux sur ce point. Est-ce que votre Altesse l'aime demanda Coventry à sa cousine assise à côté de lui. Plus que je n'aurais cru. Elle est bien élevée, modeste et très amusante quand elle veut. Elle nous a raconté des histoires très spirituelles, comme je n'en ai pas entendu depuis longtemps. Nos rires ne vous ont-ils pas réveillé répliqua Lucia. Si. À présent, rachetez-vous et amusez-moi en répétant ces histoires. C'est impossible, son accent et ses manières constituent la moitié du charme, dit Ned. Dommage que tu ne sois pas arrivé 10 minutes plus tard, car ton apparition a gâché la meilleure de toutes. Pourquoi n'a-t-elle pas continué demanda Coventry avec une lueur de curiosité. Vous oubliez qu'elle nous a entendus hier soir et elle doit penser que vous la considérez comme une importune. Elle a sa fierté et pas une femme ne peut oublier des paroles comme celles que vous avez prononcées, répondit Lucia. Ni les pardonner, je pense. Enfin, je dois donc me résigner à languir devant son déplaisir. À cause de Sydney, je m'intéresse un peu à elle. Non que j'espère apprendre d'elle quoi que ce soit, car une femme qui parle comme elle ne confie ni ne confesse jamais rien. À cause de Sydney, je m'intéresse un peu à elle. Non que j'espère apprendre d'elle quoi que ce soit, car une femme qui parle comme elle ne confie ni ne confesse jamais rien. Mais j'ai envie de voir ce qui l'a séduit, car il a été séduit, sans l'ombre d'un doute, et pas par une dame qu'il a rencontrée dans la société. En as-tu jamais entendu parler, Ned demanda Gérald. Je n'apprécie guère le scandale et les potins, et n'y prête jamais attention. Avec cette remarque, Édouard quitta la pièce. Lucia fut appelée par l'intendante juste après et Coventry se retrouva en la compagnie qui l'ennuyait le plus, c'est-à-dire la sienne. En entrant, il avait saisi une partie de l'histoire que racontait mademoiselle Muir, et sa curiosité avait été éveillée au point qu'il se demandait quelle pouvait en être la fin et regrettait de ne pas l'avoir entendue. Pourquoi diable s'est-elle enfuie au moment où j'arrivais se demanda-t-il. Si elle est amusante, elle doit se rendre utile, car j'avoue qu'on s'ennuie à mourir ici, malgré Lucia. Et qu'est-ce que c'est? Une voix riche et douce chantait un air italien éclatant avec une chaleur qui rendait la musique encore plus délicieuse. Coventry sortit par la porte-fenêtre et flâna sur la terrasse ensoleillée pour apprécier la chanson avec le plaisir d'un connaisseur. D'autres suivirent et il continua à marcher et à écouter, oubliant sa lassitude et l'heure. À la fin d'un air exquis, il applaudit involontairement. Le visage de mademoiselle Muir apparut un instant, puis s'évanouit et la musique ne reprit pas, bien que Coventry s'attardât en espérant entendre encore la voix. La musique était en effet la seule chose dont il ne se lassait jamais, et ni Lucia ni Bella n'étaient suffisamment doués pour le charmer. Il flâna 1 heure sur la terrasse ou sur la pelouse, les ardent au soleil, trop indolent pour chercher une occupation ou de la compagnie. Enfin, Bella sortit, son chapeau à la main, et faillit buter sur son frère étendu dans l'herbe. Paresseux, as-tu traînassé ici tout ce temps demanda-t-elle en baissant les yeux sur lui. Non, j'ai été très occupée. Viens me raconter comment ça s'est passé avec le petit dragon. Je n'ai pas le temps. Elle m'a demandé de courir un peu après mon français pour que je sois prête pour le dessin. Alors je dois le faire. Il fait trop chaud pour courir. Assieds-toi et amuse ton frère abandonné qui n'a pour seule compagnie que les abeilles et les lézards depuis 1 heure. Il la fit asseoir tout en parlant et Bella obéit car, malgré son indolence, il était de ceux à qui tout se pliait sans envisager de refuser. Qu'as-tu fait? Tu as encombré ta pauvre petite cervelle de tout un tas de bêtises élégantes? Non, j'ai pris énormément de plaisir. Jean est tellement intéressante, gentille et intelligente. Elle ne m'a pas ennuyée avec de la grammaire embêtante, mais elle m'a parlé dans un français si joli que j'ai progressé de façon épatante. Je n'aurais jamais cru que j'aimerais autant ça après la façon assommante dont Lucia me l'apprenait. De quoi avez-vous parlé? Oh, de toutes sortes de choses. Elle posait des questions, je répondais, et elle me corrigeait. Des questions sur nos affaires, j'imagine. Pas une seule. Elle se soucie comme d'une guigne de nous et de nos affaires.
Je pensais qu'elle aimerait peut-être savoir quel genre de gens nous sommes, alors je lui ai parlé du décès brutal de papa, de l'oncle John, de toi et de Ned. Mais au milieu de mon discours, elle a dit avec son calme habituel. Vous faites trop de confidences, ma chère. Il vaut mieux ne pas parler trop librement de ses affaires à des étrangers. Trouvons un autre sujet. De quoi parliez-vous quand elle a dit cela, Belle? De toi. Ah, pas étonnant qu'elle se soit ennuyée. Elle était lasse de mon bavardage et n'écoutait pas la moitié de ce que je disais, ou elle était occupée à faire un croquis pour que je le copie et pensait à quelque chose de plus intéressant que les Coventry. Comment le sais-tu? Par l'expression de son visage. Est-ce que sa musique t'a plu, Gérald? Oui. Est-ce qu'elle s'est fâchée quand j'ai applaudi? Elle a paru surprise et plutôt fière, mais elle a tout de suite fermé le piano, bien que je l'ai suppliée de continuer. Jean est un joli nom, tu ne trouves pas? Pas mal, mais pourquoi ne l'appelles-tu pas Mademoiselle Muir? Elle m'a prié de ne pas le faire. Elle déteste ça et adore qu'on l'appelle Jean, tout simplement. J'ai imaginé une jolie petite histoire d'amour sur elle et un jour je la lui dirai, car je suis certaine qu'elle a eu un chagrin d'amour. Ne te mets pas de telles bêtises en tête, mais suis le bon exemple de Mademoiselle Muir et ne te montre pas curieuse des affaires des autres. Demande-lui de chanter ce soir, ça m'amuse. Je ne crois pas qu'elle descendra. Nous avons prévu de lire et de travailler dans mon boudoir, qui sera notre bureau. Maman restera dans sa chambre et toi et Lucia pourrez avoir le salon pour vous seuls. Merci. Que va faire Ned? Il a dit qu'il distrairait maman. Cher vieux Ned, si seulement tu te remuais et t'occupais de sa nomination d'officier. Il est tellement impatient de faire quelque chose et en même temps si fier qu'il ne te le demandera plus. Après les nombreuses fois où tu t'es montré négligent et où tu as refusé l'aide de notre oncle. Je m'en occuperai très prochainement, ne t'en fais pas, petite sœur. Il sera très bien ici un moment, tranquillement avec nous. Tu dis toujours ça, et pourtant tu sais qu'il s'impatiente et qu'il est malheureux d'être dépendant de toi. Cela nous est égal à maman et à moi, mais c'est un homme et cela le tourmente. Il a dit qu'il allait bientôt prendre les choses en main et qu'alors tu regretterais d'avoir été si lent à l'aider. Mademoiselle Muir regarde par la fenêtre. Tu ferais mieux d'aller courir ou elle va te gronder. Pas elle. Je n'ai pas du tout peur d'elle. Elle est tellement gentille et douce. Je l'aime déjà. Tu vas être aussi bronzé que Ned si tu restes allongé au soleil. Au fait, Mademoiselle Muir pense comme moi qu'il est plus beau que toi. J'admire son goût et je suis tout à fait d'accord avec elle. Elle a dit qu'il était viril et que c'était plus attirant que la beauté chez un homme. Elle exprime les choses si joliment. Bon, j'y vais. Belle a parti d'un pas dansant en fredonnant le refrain de la plus douce des chansons de Mademoiselle Muir. L'énergie est plus attirante que la beauté chez un homme. Elle a raison, mais comment diable un homme peut-il être énergique quand il n'a rien à quoi employer son énergie? Songea Coventry, le chapeau rabattu sur les yeux. Un peu plus tard, le bruissement d'une robe lui fit tendre l'oreille. Il ne bougea pas, mais un regard de biais lui apprit que Mademoiselle Muir traversait la terrasse comme pour rejoindre Bella. Deux marches de pierre menaient à la pelouse. Il était allongé tout près, et Mademoiselle Muir ne le vit que lorsqu'elle fut à côté de lui. Elle sursauta et glissa sur la deuxième marche, se rattrapa et s'éloigna en silence avec un regard de mépris, marqué pour la forme étendue de l'homme apparemment endormi. Plusieurs éléments dans le compte-rendu de Bella l'avaient irrité, mais ce regard le mit en colère, bien qu'il ne voulût pas le reconnaître, même pour lui-même. Gérald, viens vite, s'écria Bella du siège rustique à côté duquel elle se tenait, près de sa gouvernante. Celle-ci était assise, la main sur le visage, comme si elle souffrait. Coventry se redressa, obéit lentement, mais pressa involontairement le pas en entendant mademoiselle Muir dire « Ne l'appelez pas, il ne peut rien faire », car l'insistance sur le « il » était lourde de sens. « Que se passe-t-il, Bella » demanda-t-il, l'air plus éveillé qu'à l'accoutumée. Tu as fait peur à mademoiselle Muir et elle s'est tordue la cheville. À présent, aide-la à rentrer, car elle souffre beaucoup et ne t'allonge plus à cet endroit pour effrayer les gens comme un serpent dans l'herbe, dit sa sœur d'un ton irrité. Je vous demande pardon. Puis-je me permettre? Coventry lui offrit le bras. Mademoiselle Muir leva les yeux avec l'expression qui l'agaçait et répondit froidement. Merci, Miss Bella peut aussi bien m'aider. Permettez-moi d'en douter. D'un geste trop décidé pour qu'elle y résistât, Coventry lui prit le bras et la conduisit dans la maison. Elle se laissa faire tranquillement, dit que la douleur allait vite passer, et une fois installée sur le divan dans la chambre de Bella, le congédia avec un remerciement des plus brefs. Eu égard à l'effort inaccoutumé qu'il avait fait, il pensait qu'elle aurait pu être un peu plus reconnaissante, et il alla trouver Lucia dont le visage s'éclairait toujours quand il venait. On ne vit plus mademoiselle Muir jusqu'à l'heure du thé, car lorsque la famille vivait retirée du monde, ses membres dînaient tôt et ne voyaient personne. La gouvernante s'était excusée pour le dîner, mais elle descendit dans la soirée, un peu plus pâle que d'habitude et en boitant légèrement. Sir John était là et parlait avec son neveu. Ils l'accueillirent gaiement du salut que les gentilshommes destinent aux gouvernantes.
Pendant qu'elle se dirigeait lentement vers sa place derrière la fontaine à thé, Coventry dit à son frère: Apporte-lui un tabouret et demande-lui comment elle va, Ned. Puis, comme s'il était nécessaire d'expliquer sa politesse à son oncle, il raconta comment il avait provoqué l'accident. Oui, oui, je comprends. Une petite personne plutôt bien, je pense. Pas exactement une beauté, mais accomplie, bien élevée, ce qui vaut mieux pour quelqu'un de son rang. Un peu de thé, Sir John dit une voix douce près de son coude. Mademoiselle Muir était là et proposait des tasses aux messieurs. Merci, merci, dit Sir John, espérant sincèrement qu'elle l'avait entendu. Coventry prit la sienne et dit avec élégance: Vous êtes très indulgente, mademoiselle Muir. Vous me servez, bien que je sois la cause de vos souffrances. C'est mon devoir, monsieur, répondit-elle, d'un ton qui voulait clairement dire: Mais je ne le fais pas volontiers. Elle retourna à sa place pour sourire, bavarder, se montrer charmante avec Bella et son frère. Lucia tournait autour de son oncle et de Gérald et les gardait pour elle, mais elle était troublée de voir que leurs regards se portaient souvent vers le groupe joyeux autour de la table et que leur attention semblait distraite par les éclats de rire fréquents et les bribes de conversation animée qui leur parvenaient. Au milieu d'une histoire tragique qu'elle s'efforçait de rendre aussi intéressante et pathétique que possible, Sir John éclata d'un rire franc qui révélait qu'il écoutait une histoire plus vivante que la sienne. Très contrariée, elle dit précipitamment: Je savais qu'il en serait ainsi. Bella n'a pas la moindre idée de la façon de traiter une gouvernante. Elle et Ned vont oublier la différence de classe et elle ne fera plus son travail. Elle a déjà tendance à être présomptueuse. Et si ma tante ne se donne pas la peine d'en toucher un mot à mademoiselle Muir à temps, je le ferai. Attendez qu'elle ait terminé son histoire, je vous en prie, dit Coventry, car Sir John était déjà parti. Si vous trouvez ces bêtises tellement amusantes, pourquoi ne suivez-vous pas l'exemple de votre oncle? Je n'ai pas besoin de vous. Merci, c'est ce que je vais faire. Lucia se retrouva seule. Mademoiselle Muir avait terminé et, en faisant signe à Bella, elle quitta la pièce comme si elle n'avait pas conscience de l'honneur qu'on lui faisait ou de l'ennui qu'elle laissait derrière elle. Ned monta dans la chambre de sa mère, Gérald alla faire la paix avec Lucia, et après leur avoir souhaité bonne nuit, Sir John rentra chez lui. En flânant sur la terrasse, il passa devant la fenêtre éclairée du bureau de Bella et, voulant lui dire un mot, il poussa un peu le rideau et regarda à l'intérieur. Une petite scène charmante. Bella travaillait avec zèle et à côté d'elle, sur une chaise basse, la lumière tombant sur ses cheveux blonds et son profil délicat, était assise mademoiselle Muir qui lisait à haute voix. Des romans, se dit Sir John, et il sourit aux jeunes filles qu'il trouvait romantiques. Il s'immobilisa un instant avant de parler et s'aperçut que ce n'était pas un roman, mais de l'histoire, lu avec une aisance qui rendait chaque fait intéressant, chaque portrait mémorable, par les faits dramatiques qui lui étaient donnés. Sir John aimait beaucoup l'histoire et sa vue défaillante écourtait souvent sa distraction favorite. Il avait essayé des lecteurs, mais aucun ne lui convenait et il avait abandonné cette idée. En écoutant, il imaginait comment la voix douce et fluide réussirait à tromper agréablement l'ennui de ses soirées et il envia à Bella sa nouvelle acquisition. Une sonnette retentit et Bella bondit en disant: Attendez-moi une minute, je dois monter chez maman et ensuite nous reprendrons l'histoire de ce prince exquis. Elle partit, Sir John était sur le point de se retirer aussi silencieusement qu'il était venu, lorsque la conduite étrange de mademoiselle Muir l'arrêta un instant. Elle lâcha son livre, allongea les bras sur la table, y posa la tête et éclata en sanglots, comme si elle ne pouvait plus se retenir. Bouleversé et confondu, Sir John s'éloigna furtivement, mais toute la nuit le gentilhomme au bon cœur se perdit en conjectures sur la jeune et intéressante gouvernante de sa nièce, sans se douter que c'était ce qu'elle voulait qu'il fît. Chapitre 3. Passion et pique. Durant plusieurs semaines, une tranquillité d'une grande monotonie sembla régner à Coventry House, et pourtant, invisible, une tempête se préparait. L'arrivée de mademoiselle Muir paraissait provoquer des transformations chez tout le monde, même si personne n'eût été capable d'expliquer comment ni pourquoi. Ses manières n'auraient pu être plus discrètes et réservées. Elle était entièrement dévouée à Bella, qui l'adora très vite et n'était heureuse qu'en sa compagnie. Elle veillait au confort de madame Coventry, qui déclarait qu'elle n'avait jamais eu une telle infirmière. Elle amusait et intéressait Édouard, qu'elle conquit par son esprit et sa compassion féminine. Elle se faisait respecter et envier par Lucia à cause de ses talents et piquait l'indolent Gérald en l'évitant obstinément, tandis que Sir John était charmé par sa déférence respectueuse et les petites attentions gracieuses qu'elle montrait pour lui de façon franche et ingénue, irrésistible pour le vieil homme seul.
Même les domestiques l'aimaient et, au lieu d'être, comme la plupart des gouvernantes, une personne triste hésitant entre les supérieurs et les inférieurs, Jean Muir était l'âme de la maison et l'amie de tout le monde, sauf de deux personnes. Lucia ne l'aimait pas et Coventry se méfiait d'elle. Ni l'un ni l'autre n'était vraiment capable de dire pourquoi, et ni l'un ni l'autre ne s'avouait ni n'avouait à l'autre son sentiment. Tous deux l'observaient secrètement, mais ils ne trouvaient de défaut nulle part. Douce, modeste, loyale et toujours d'humeur égale, ils ne trouvaient rien à redire et s'interrogeaient sur leurs doutes sans pouvoir les chasser. La famille fut bientôt divisée, ou plutôt deux de ses membres se retrouvèrent très souvent seuls. Prétextant la timidité, Jean Muir passait beaucoup de temps dans le bureau de Bella. Elle le transforma en un petit refuge si agréable que Ned et sa mère, et souvent Sir John, venaient y apprécier la musique, la lecture ou les bavardages sans jouer qui rendaient les soirées si gaies. Au début, Lucia n'était que trop contente d'avoir son cousin pour elle toute seule. Quant à lui, il était trop paresseux pour faire attention à ce qui se passait autour de lui. Mais il se lassa bientôt de sa compagnie, car elle n'était pas brillante et maîtrisait mal les arts charmants qui séduisent les hommes et se glissent dans leur cœur. Des échos des réunions joyeuses arrivaient jusqu'à lui et lui donnaient envie de s'y joindre. La maison résonnait de bribes de belle musique, tandis qu'il se prélassait dans le salon vide, et des éclats de rire lui parvenaient pendant qu'il écoutait la conversation sérieuse de Lucia. Elle s'aperçut vite que sa compagnie avait perdu son attrait, et, plus elle s'efforçait de lui faire plaisir, plus elle échouait manifestement. Très vite, Coventry prit l'habitude d'aller flâner le soir sur la terrasse et de s'amuser à passer et repasser devant la fenêtre de Bella. Il jetait des coups d'œil sur ce qui se déroulait à l'intérieur et rapportait le résultat de ses observations à Lucia, trop orgueilleuse pour demander à être admise dans le joyeux cercle ou pour paraître en avoir envie. J'irai à Londres demain, Lucia, dit Gérald un soir en revenant de ce qu'il appelait une inspection, l'air très contrarié. À Londres s'exclama sa cousine, surprise. Oui, il faut que je m'active pour obtenir la nomination d'officier de Ned ou tout sera terminé pour lui. Que voulez-vous dire? Il est en train de tomber amoureux aussi vite qu'un garçon peut le faire. Cette fille l'a ensorcelé et il va se rendre très vite ridicule si je n'y mets pas fin. J'avais peur qu'elle ne tente un flirt. Les gens comme elle le font toujours. Ce sont de véritables brandons de discorde. Ah, mais vous vous trompez en ce qui concerne la petite Muir. Elle ne flirte pas et Ned a trop de bon sens et d'esprit pour se laisser prendre par une coquette stupide. Il le traite en grande sœur et mêle une attitude amicale très séduisante à une calme dignité, ce qui charme le jeune homme. Je les ai observés et il la dévore des yeux quand elle lit un roman fascinant avec un style encore plus fascinant. Bella et maman sont plongées dans l'histoire et ne voient rien. Ned en est le héros, mademoiselle Muir l'héroïne, et il vit la scène d'amour avec toute l'ardeur d'un homme dont le cœur vient de s'éveiller. Pauvre garçon, pauvre garçon. Lucia regarda son cousin, stupéfaite de l'énergie qu'il mettait dans ses propos, de l'anxiété visible sur son visage habituellement indolent. La transformation lui allait bien, car elle montrait ce qu'il pouvait être et faisait regretter plus encore ce qu'il était. Avant qu'elle n'ait eu le temps de répondre, il était reparti pour revenir bientôt en riant, mais l'air un peu fâché. Qu'y a-t-il maintenant demanda-t-elle. Ceux qui écoutent aux portes n'entendent jamais de bien sur eux-mêmes. Il n'y a pas de proverbe plus exact. Je me suis arrêtée un instant pour observer Ned et j'ai entendu des remarques flatteuses. Maman est partie et Ned demandait à la petite Muir de chanter la délicieuse barcarolle qu'elle nous a interprétée l'autre soir. Pas maintenant, pas ici, a-t-elle dit. Pourquoi pas? Vous l'avez chantée volontiers au salon, a dit Ned d'un ton suppliant. C'est tout à fait différent. Et elle la regardait avec un petit signe de refus, car il se tordait les mains et jouait le passionné avec pathétisme. Chantez-la ici, allons, a dit l'innocente Bella. Gérald aime tant votre voix et il se plaint que vous ne chantez jamais pour lui. Il ne me le demande jamais, a dit Muir avec un étrange sourire. Il est trop paresseux, mais il aimerait vous entendre. Quand il me le demandera, je chanterai si j'en ai envie. Elle a haussé les épaules dans un geste d'indifférence provocante. Mais cela le distrait et il s'ennuie tellement ici, a commencé la stupide petite Bella. Ne soyez pas timide ou fière, Jean. Venez divertir le pauvre homme. Non, merci. J'ai été engagée pour l'éducation de mademoiselle Coventry, pas pour distraire monsieur Coventry, a-t-elle dit pour toute réponse. Vous divertissez Ned, pourquoi pas Gérald? Avez-vous peur de lui? A demandé Bella. Mademoiselle Muir s'est mise à rire, et d'un rire méprisant, et a dit, avec son intonation si particulière.
Je n'imagine pas qu'on puisse avoir peur de votre frère aîné. Cela m'arrive très souvent, et vous aussi, vous auriez peur de lui si vous le voyiez en colère. On eût dit que j'avais battu Bella. Est-ce qu'il lui arrive de se réveiller suffisamment pour être en colère a demandé cette fille, l'air surpris. Là, Ned a éclaté de rire, et il continue si j'en crois le bruit. Leur bavardage stupide ne mérite pas qu'on s'y intéresse, mais il faut assurément écarter Ned. Inutile d'essayer de se débarrasser de cette fille, comme vous dites, car ma tante est aussi aveuglée que Ned et Bella, et elle fait vraiment très bien progresser la petite. Expédiez Ned au loin et elle ne pourra plus faire de mal, dit Lucien en observant le visage transformé de Coventry, qui se tenait debout dans le clair de lune, juste devant la fenêtre où elle était assise. Ne craignez-vous rien pour moi demanda-t-il en souriant comme s'il avait honte de son accès de mauvaise humeur. Non, et vous-même? Un soupçon d'inquiétude passa sur son visage. Je mets la sorcière écossaise au défi de m'ensorceler, sauf par sa musique, ajouta-t-il en s'approchant de nouveau de la fenêtre, car Jean chantait comme un rossignol. À la fin de la chanson, il tira le rideau et dit brusquement: Quelqu'un a-t-il des courses à faire à Londres? J'y vais demain. Bon voyage, dit Ned avec insouciance, alors que d'ordinaire les déplacements de son frère l'intéressaient au plus haut point. Je veux des quantités de choses, mais il faut d'abord que je demande à maman. Bella commença à faire une liste. Puis-je me permettre de vous confier une lettre, monsieur Coventry? Jean Muir se retourna sur le tabouret de piano et l'observa de ce regard froid et pénétrant qui le laissait toujours perplexe. Il s'inclina et dit, comme s'il s'adressait à eux tous: Je prendrai le premier train, il faut donc que vous me donniez vos commandes ce soir. Va-t'en, Ned, et laisse Jean écrire sa lettre. Ned se laissa à regret emmener hors de la pièce par sa sœur. Je vous donnerai la lettre demain matin, dit mademoiselle Muir avec un étrange tremblement dans la voix et l'air de réprimer une forte émotion. Comme vous voudrez. Coventry retourna près de Lucia en se demandant à qui allait écrire mademoiselle Muir. Il ne dit rien à son frère de ce qui le conduisait en ville, de peur qu'un mot ne produisît la catastrophe qu'il espérait éviter. Ned, qui vivait dans une sorte de rêve, semblait oublier l'existence de Gérald. Avec une énergie inhabituelle, Coventry se leva à 7 heures le lendemain matin. Lucia lui donna son petit déjeuner et, au moment où il quittait la pièce pour demander la voiture, mademoiselle Muir descendit l'escalier sans bruit, très pâle et les yeux battus, à cause d'une nuit sans sommeil et durant laquelle elle avait beaucoup pleuré, pensa-t-il, et dit précipitamment, en lui mettant dans la main une petite lettre soignée. S'il vous plaît, déposez cela chez Lady Sydney et, si vous la voyez, dites: Je n'ai pas oublié. Il fut frappé par son attitude étrange et son message insolite. Il jeta un coup d'œil involontaire à l'adresse sur la lettre et lut le nom du jeune Sidney. Puis, conscient de son erreur, il la fourra dans sa poche avec un au revoir précipité et laissa mademoiselle Muir debout, une main sur le cœur et l'autre à moitié tendue comme pour reprendre la lettre. Durant tout le voyage, Coventry ne put oublier l'expression presque tragique sur le visage de la fille. Elle le hanta tout au long des occupations de 2 jours bien remplis. Il fit en sorte de résoudre rapidement les affaires de Ned, exécuta les commandes de Bella, acheta les friandises préférées de sa mère, ainsi qu'un cadeau pour Lucia que la famille lui avait donné comme future épouse, car il était trop indolent pour choisir lui-même. Il ne remit pas la lettre de Jean Muir, car Lady Sydney était à la campagne et sa maison en ville était fermée. Curieux de voir comment elle prendrait la nouvelle, il entra en silence dans la maison. Tout le monde était allé s'habiller pour le dîner, sauf mademoiselle Muir qui était au jardin, d'après le domestique. Très bien, j'ai un message pour elle. Le jeune maître, comme on l'appelait, fit demi-tour et partit à sa recherche. Il la trouva assise toute seule dans un coin isolé, perdue dans ses pensées. Ses pas la tirèrent de sa rêverie, un air de surprise suivi d'une expression de satisfaction passèrent sur son visage. Elle se leva et lui fit un signe presque impatient. Stupéfait, il s'approcha d'elle et lui tendit la lettre en disant avec gentillesse: Je regrette de n'avoir pu la remettre. Lady Sydney est à la campagne et je n'ai pas voulu la poster sans votre accord. Ai-je bien fait? Tout à fait, merci beaucoup. C'est mieux ainsi. Avec un air de soulagement, elle déchira la lettre en tout petits morceaux et les éparpilla. Encore plus stupéfait, le jeune homme était sur le point de partir quand elle dit, avec un mélange de prière et d'autorité: Je vous en prie, restez un peu. Je veux vous parler. Il s'immobilisa, la regarda avec une surprise manifeste, car le rouge lui était brusquement monté aux joues et ses lèvres tremblaient. Cela ne dura qu'un instant, puis elle reprit son sang-froid.
Elle lui fit signe de prendre le siège qu'elle avait quitté et resta debout tout en disant d'une voix basse et rapide, remplie de douleur et de résolution. Monsieur Coventry, vous êtes le chef de famille et je veux vous parler à vous plutôt qu'à votre mère d'une affaire très triste qui s'est produite pendant votre absence. Mon mois d'essai se termine aujourd'hui. Votre mère souhaite que je reste, moi aussi je le souhaite sincèrement car je suis heureuse ici, mais je ne le dois pas. Lisez ceci et vous comprendrez. Elle lui glissa dans la main une note écrite à la hâte et l'observa attentivement pendant qu'il la lisait. Elle le vit rougir de colère, se mordre les lèvres et froncer les sourcils, puis prendre un air hautain en levant les yeux et dire de sa voix la plus sarcastique. Très bien pour un début. Le jeune homme a de l'éloquence. Dommage que ce soit en pure perte. Puis-je vous demander si vous avez répondu à cet éloge enthousiaste? Oui. Et ensuite, il vous supplie de vous enfuir avec lui pour partager son sort et être le bon ange de sa vie. Naturellement, vous y consentez? Il n'y eut pas de réponse, car, debout devant lui, mademoiselle Muir le regardait avec une expression de patience fière, comme si elle s'attendait à des reproches, mais était trop généreuse pour en être froissée. Son attitude produisit son effet. Abandonnant son ton amer, Coventry demanda laconiquement: Pourquoi me montrez-vous ceci? Que puis-je faire? Je vous l'ai montré pour que vous compreniez combien le jeune homme est sérieux et à quel point je désire être franche. Vous pouvez contrôler, conseiller et réconforter votre frère et m'aider à voir où est mon devoir. Vous l'aimez? Demanda Coventry sans ménagement. Non, répondit-elle très vite et de manière catégorique. Alors, pourquoi le rendre amoureux de vous? Je ne l'ai jamais voulu. Votre sœur peut témoigner et j'ai tout fait pour l'éviter comme j'ai. Et il termina la phrase avec une pointe de dépit involontaire. Comme vous m'avez évité. Elle s'inclina en silence et il poursuivit. Je dois vous rendre justice et reconnaître que rien n'est plus irréprochable que votre attitude envers moi. Mais pourquoi avoir laissé Ned vous poursuivre tous les soirs? À quoi vous attendiez-vous de la part d'un jeune homme romantique qui n'a rien d'autre à faire que de perdre la tête pour la première femme séduisante qu'il rencontre? Un scintillement passa dans les yeux bleus acier de Jean Muir lorsque les derniers mots franchirent les lèvres du jeune homme, mais il disparut immédiatement et, d'une voix pleine de reproche, elle dit fermement, impulsivement: si le jeune homme romantique avait pu mener la vie d'un homme comme il désirait le faire, il n'aurait pas eu le temps de perdre la tête pour la première fille triste dont il a eu pitié. Monsieur Coventry, c'est de votre faute. N'en voulez pas à votre frère, mais reconnaissez généreusement votre erreur et remédiez-y le plus vite et le plus gentiment possible. Gérald resta muet un moment. Depuis la mort de son père, personne ne l'avait réprimandé. On ne l'avait blâmé que rarement dans sa vie. C'était une expérience nouvelle, et cette nouveauté venait en renforcer l'effet. Il reconnaissait son erreur, la regrettait et admirait la sincérité courageuse de la fille qui la lui avait montrée. Il ne savait pas comment traiter ce problème, et il fut contraint de confesser non seulement sa négligence passée, mais son incompétence présente. Il avait autant de dignité que d'orgueil, et avec un effort, il dit franchement: Vous avez raison, mademoiselle Muir, c'est de ma faute. Cependant, dès que j'ai vu le danger, j'ai tenté de l'écarter. Je suis allé en ville pour Ned. Il aura sa nomination très rapidement, et il sera envoyé loin du danger. Puis-je faire davantage? Non, il est trop tard pour l'éloigner, l'esprit dégagé et heureux. Il va devoir supporter sa peine de son mieux, et cela contribuera peut-être à faire de lui un homme, dit-elle avec tristesse. Il oubliera vite, commença Coventry, qui trouvait désagréable l'idée que Ned, si joyeux, pût souffrir. Oui, Dieu merci, les hommes y parviennent. Mademoiselle Muir se tordit les mains, une expression sombre sur son visage à demi détournée. Quelque chose dans sa voix, dans son attitude, toucha Coventry. Il se dit qu'une vieille blessure avait dû se rouvrir, qu'un souvenir pénible lui était revenu à l'approche d'un nouveau prétendant. Il était jeune, tout d'une pièce, et romantique, sous son attitude imperturbable et nonchalante. Cette fille qui, pensait-il, aimait son amie et était aimée par son frère, devenait un sujet d'intérêt pour lui. Il la plaignait, désirait l'aider et regrettait sa méfiance, comme tout homme chevaleresque regrette toujours l'injustice envers une femme. Elle était heureuse ici, la pauvre jeune femme, son foyer, et elle devait rester. Bella l'adorait, sa mère était réconfortée par sa présence, et, après le départ de Ned, plus personne ne serait troublé par ses manières séduisantes, par ses nombreux talents. Ses pensées traversèrent son esprit pendant un bref silence, et quand il parla, ce fut pour dire gentiment: Mademoiselle Muir, je vous remercie de cette franchise qui a dû vous être pénible, et je ferai de mon mieux pour être digne de la confiance que vous m'accordez. Vous avez eu à la fois la discrétion et la bonté de ne parler qu'à moi. Tout cela aurait terriblement perturbé ma mère et ne lui aurait pas été bénéfique. Je vais aller voir Ned et tenter de réparer ma négligence prolongée aussi vite que possible.
Je sais que vous m'aiderez, et en retour, permettez-moi de vous prier de rester car il sera bientôt parti. Elle le regarda, les yeux pleins de larmes, et sa voix était dépourvue de toute froideur quand elle répondit doucement. Vous êtes trop bon, mais il vaut mieux que je parte. Il n'est pas prudent de rester. Pourquoi? Elle rougit et devint très jolie, hésita, puis dit de cette voix claire et ferme qui était son plus grand charme. Si j'avais su qu'il y avait des fils dans la famille, je ne serais jamais venue. Lady Sydney n'a parlé que de votre sœur, et lorsque j'ai vu qu'il y avait deux messieurs, je me suis inquiétée, car j'ai le malheur, ou plutôt les gens ont la bienveillance de m'aimer plus que je ne le mérite. J'ai cru que je pourrais rester un mois au moins, car votre frère parlait de s'en aller, et vous étiez déjà fiancée, mais je ne suis pas fiancée. Pourquoi Coventry avait-il prononcé cette phrase? Il n'en savait rien, mais les mots avaient franchi ses lèvres précipitamment et ne pouvaient être effacés. Jean Muir prit assez étrangement cette déclaration. Elle haussa les épaules d'un air très contrarié et dit, presque grossièrement, vous devriez l'être, vous le serez bientôt, mais cela m'est égal. Mademoiselle Beaufort souhaite que je parte, et je suis trop fière pour rester et devenir une cause de discorde dans une famille heureuse. Non, je m'en vais, et je m'en vais tout de suite. Elle se détourna avec impétuosité, mais le bras d'Édouard la retint et la voix d'Édouard demanda tendrement. Où irez-vous, ma Jean? La tendresse du contact et des paroles parut lui faire perdre son courage et son calme, car elle s'appuya sur son prétendant, cacha son visage et se mit à sangloter de façon audible. Allons, ne faites pas de scène, pour l'amour du ciel, commença Coventry avec impatience, tandis que son frère le regardait d'un air féroce, devinant immédiatement ce qui s'était passé, car Gérald tenait toujours sa lettre et il avait entendu les derniers mots de Jean. Qui t'a donné le droit de lire cela et de te mêler de mes affaires? Demanda Édouard avec passion. Mademoiselle Muir, répondit Coventry en jetant le papier. Et tu pousses l'affront jusqu'à exiger son départ? S'écria Ned, de plus en plus furieux. Au contraire, je la supplie de rester. Tiens donc, et pourquoi? Parce qu'elle est utile et heureuse ici, et je ne veux pas que ta folie la prive d'une maison qu'elle aime. Tu es très prévenant et dévoué, soudain, mais je te prie de ne pas te déranger. Le bonheur et le foyer de Jean vont être à ma charge maintenant. Mon cher garçon, sois donc raisonnable, c'est impossible. Mademoiselle Muir le comprend bien. Elle est venue m'en parler et me demander comment arranger les choses au mieux sans inquiéter ma mère. Je suis allée en ville m'occuper de tes affaires et tu vas sans doute partir très vite. Je ne souhaite pas partir. Le mois dernier, c'était mon vœu le plus cher. Aujourd'hui, je n'accepterai rien de toi. Édouard tourna le dos à son frère d'un air morose. Quelle folie. Ned, tu dois quitter la maison. Tout est arrangé et on ne peut plus revenir en arrière. Tu as besoin d'un changement et cela fera de toi un homme. Tu vas nous manquer, bien sûr, mais là où tu iras, tu verras ce qu'est la vie. Et cela vaut mieux pour toi que de faire des bêtises ici. Partez-vous, Jean? Demanda Édouard en ignorant complètement son frère et en se penchant sur la fille qui continuait à cacher son visage et à pleurer. Elle ne répondit pas et Gérald le fit à sa place. Non, pourquoi partirait-elle si tu n'es plus là? Avez-vous l'intention de rester? Demanda avec ardeur le prétendant de Jean. Je voudrais rester, mais... Elle s'interrompit et leva les yeux. Son regard alla d'un visage à l'autre, et elle ajouta résolument. Oui, je dois partir. Il n'est pas prudent de rester, même quand vous ne serez plus là. Aucun des deux jeunes gens n'aurait pu expliquer pourquoi ce coup d'œil rapide l'affectait autant, mais chacun était conscient d'un désir ardent de s'opposer à l'autre. Édouard eut soudain le sentiment que son frère aimait mademoiselle Muir et qu'il était résolu à l'écarter de son chemin. Gérald avait la vague impression que mademoiselle Muir craignait de rester à cause de lui, et il avait hâte de lui montrer qu'il ne courrait aucun danger. Tous les deux étaient en colère et le montraient différemment. L'un était violent, l'autre ironique. Vous avez raison, Jean, ce n'est pas un endroit pour vous et vous devez me laisser vous trouver une maison plus sûre avant mon départ, dit Ned d'un ton lourd de sens. J'ai l'impression que cette maison sera parfaitement sûre quant à dangereuse personne n'y sera plus, commença Coventry avec un sourire exaspérant de calme supériorité. Et je pense que je laisse derrière moi quelqu'un de bien plus dangereux que moi, comme peut en témoigner la pauvre Lucia. Fais attention à ce que tu dis, Ned, ou je me verrai dans l'obligation de te rappeler que je suis le maître ici. Laisse le nom de Lucia en dehors de cette désagréable affaire, je te prie. Tu es le maître ici, mais pas le mien ni celui de mes actes, et tu n'as aucun droit d'attendre obéissance ou respect, car tu n'inspires ni l'un ni l'autre. Jean, je vous ai demandé de partir avec moi en secret. Maintenant, je vous demande ouvertement de partager mon destin. Je vous le demande en présence de mon frère, et j'attends une réponse. Il lui prit impétueusement la main avec un air de défi à Coventry, qui souriait toujours, comme s'il s'agissait d'un jeu d'enfant, même si ses yeux lançaient des éclairs et si son visage changeait et affichait une colère froide et blanche, plus terrible que n'importe quelle explosion brutale.
Mademoiselle Muir semblait effrayée. Elle se déroba à son jeune amant enflammé, lança un regard suppliant à Gérald et parut vouloir lui demander protection tout en n'osant pas. Répondez, s'écria Édouard éperdu. Ne le regardez pas, je veux savoir franchement, de votre propre bouche, si vous m'aimez, si vous pouvez m'aimer, Jean. Je vous l'ai déjà dit. Pourquoi me faire souffrir en m'obligeant une fois de plus à vous répondre durement, dit-elle, pitoyable, en essayant encore de se dégager de son étreinte et en paraissant faire appel à son frère. Vous avez écrit quelques lignes, mais je ne m'en contenterai pas. Vous devez répondre. J'ai vu l'amour dans vos yeux, je l'ai entendu dans votre voix, et je sais qu'il est caché dans votre cœur. Vous avez peur de le reconnaître. N'hésitez pas, personne ne peut nous séparer. Parlez, Jean, et faites-moi ce plaisir. Elle retira résolument sa main, fit un pas vers Coventry et répondit lentement, distinctement, même si ses lèvres tremblaient et si elle redoutait manifestement l'effet qu'allaient produire ses paroles. Je vais parler et parler franchement. Vous avez vu l'amour sur mon visage. Il est dans mon cœur et je n'hésite pas à le reconnaître, bien qu'il soit cruel de m'obliger à dire la vérité. Mais cet amour n'est pas pour vous. Êtes-vous satisfait? Il lui jeta un regard désespéré et tendit la main vers elle d'un air suppliant. Elle eut l'air de redouter un coup, car elle s'agrippa soudain à Gérald avec un faible cri. Le mouvement, l'expression de peur, le geste protecteur que Coventry fit involontairement étaient trop pour Édouard, déjà énervé par des passions contradictoires. Dans un paroxysme de colère aveugle, il saisit une grande serpette laissée là par le jardinier et aurait donné un coup fatal à son frère si celui-ci ne l'avait détournée avec son bras. Le coup porta, et un autre aurait pu suivre si mademoiselle Muir, avec un courage et une force inattendus, n'avait arraché la serpette des mains d'Édouard et ne l'avait jetée dans la petite pièce d'eau voisine. Coventry s'affaissa sur le siège. Le sang coulait d'une profonde blessure à son bras et le flot rapide montrait qu'une artère avait été sectionnée. Édouard était atterré, car sa colère avait disparu à l'instant où il avait frappé et l'avait laissé accablé de remords et de honte. Gérald le regarda, sourit faiblement et dit, sans trace de reproche ni de colère. Ne t'en fais pas, Ned. Pardonne et oublie. Aide-moi à rentrer à la maison et ne dérange personne. Ce n'est pas grand-chose, je suppose. Mais ses lèvres blanchissaient au fur et à mesure qu'il parlait et ses forces l'abandonnaient. Édouard se précipita pour le soutenir et mademoiselle Muir, oubliant cette erreur, se montra d'une adresse et d'un courage hors du commun. Vite, étendez-le, donnez-moi votre mouchoir et apportez de l'eau, dit-elle d'une voix calme et pleine d'autorité. Le pauvre Ned obéit et, le souffle coupé par la tante, l'observa tandis qu'elle serrait fort le mouchoir autour du bras, plaçait dessous le manche de sa cravache et appuyait fermement sur l'artère sectionnée pour arrêter le dangereux écoulement de sang. Le docteur Scott est auprès de votre mère, je crois. Allez le chercher, ordonna-t-elle ensuite. Édouard partit comme une flèche, content de faire quelque chose qui le soulageait de la terreur à laquelle il était en proie. Il resta parti quelques minutes, et pendant qu'ils attendaient, Coventry contemplait la fille agenouillée à côté de lui. Elle lui baignait le visage d'une main et, de l'autre, maintenait fermement le bandage en place. Elle était pâle, mais très calme et maîtresse d'elle-même. Ses yeux brillaient d'un étrange éclat lorsqu'elle le regardait. En croisant son regard rempli d'un étonnement reconnaissant, elle lui fit un sourire rassurant qui la rendit très jolie, et elle dit d'une voix douce et agréable qu'elle n'avait jamais employée avec lui jusqu'alors. Restez calme, il n'y a pas de danger. Je reste avec vous jusqu'à l'arrivée des secours. Les secours arrivèrent rapidement et les premiers mots du docteur furent: Qui a improvisé ce tourniquet? C'est elle, murmura Coventry. Vous pouvez la remercier car elle vous a sauvé la vie. Sapristi. C'est rudement bien fait. Le vieux docteur regarda la fille avec autant d'admiration que de curiosité. Peu importe, regardez la blessure, je vous en prie, pendant que je cours chercher des bandages, des sels et du vin. Mademoiselle Muir partit avant d'avoir achevé ces mots, si vite qu'il était vain de la rappeler ou de tenter de la rattraper. Pendant sa brève absence, Ned, repenti, raconta ce qui s'était passé et le docteur examina la blessure. Heureusement que j'ai ma mallette, dit le docteur, en étalant sur le banc une longue suite d'instruments de torture minuscules et brillants. Allons, monsieur Ned, venez ici et tenez le bras comme ceci, pendant que je suture l'artère. Eh, cela ne va pas. Ne tremblez pas ainsi, mon vieux. Détournez les yeux et tenez-le fermement. Je ne peux pas. Le pauvre Ned défaillit et blanchit, non pas à cause du spectacle, mais de l'idée pénible qu'il avait voulu tuer son frère. Je vais le tenir. Une main fine et blanche souleva le bras nu et couvert de sang avec une telle fermeté et un tel calme que Coventry poussa un soupir de soulagement et que le docteur Scott se mit au travail avec un vigoureux signe d'approbation.
Ce fut vite terminé. Pendant qu'Édouard rentrait en courant pour ordonner aux domestiques de prendre garde à ne pas alarmer leur maîtresse, le docteur Scott rangeait ses instruments et mademoiselle Muir utilisait les sels, l'eau et le vin avec un tel talent que Gérald fut capable de marcher jusqu'à sa chambre en s'appuyant sur le vieil homme, tandis que la jeune fille soutenait le bras blessé, car il n'y avait rien sur place pour confectionner une écharpe. En entrant dans la chambre, Coventry se retourna, tendit sa main gauche et, avec beaucoup d'émotion dans ses beaux yeux, dit simplement: Mademoiselle Muir, je vous remercie. Ses joues pâles prirent une jolie coloration. Elle lui serra la main et, sans un mot, quitta la pièce. Lucia et l'intendante entrèrent d'un air affairé, et le malade ne manqua pas de soins. Il s'en fatigua vite et les renvoya tous à l'exception de Ned qui, rempli de remords, hantait la chambre, tel un Caïn jeune et charmant, avec le sentiment d'être un proscrit. Viens ici, mon vieux, et raconte-moi tout. J'ai eu tort de me montrer dominateur. Pardonne-moi et crois-moi, ton bonheur m'importe davantage que le mien. Ces paroles franches et amicales effacèrent la brouille entre les deux frères et conquirent complètement Ned. Il raconta volontiers l'histoire de son amour, car un jeune amant ne se lasse jamais de cette distraction s'il trouve un auditeur bienveillant, ce qui était à présent le cas de Gérald. Pendant une heure, il écouta patiemment le récit de la passion grandissante de son frère. L'émotion donnait de l'éloquence au narrateur et le personnage de Jean Muir était décrit avec des couleurs chatoyantes. Il s'étendit sur sa gentillesse insoupçonnée envers ceux qui l'entouraient, ainsi que sur sa prévenance fidèle, l'intérêt qu'elle montrait à Bella, comme si elle était sa sœur, ses gentilles attentions pour leur mère, sa douce tolérance envers Lucia qui lui montrait clairement son antipathie, et plus encore ses conseils amicaux, sa compassion et son estime pour Ned lui-même. Elle ferait de moi un homme. Elle me donne de la force et du courage comme personne d'autre. Elle ne ressemble à aucune fille que j'ai connue. Elle ne montre pas de sentimentalité. Elle est avisée, gentille et douce. Elle dit ce qu'elle pense, vous regarde droit dans les yeux, et elle a une loyauté d'airain. Je l'ai mise à l'épreuve, je la connais, et, ah Gérald, je l'aime tant. Le pauvre garçon se prit la tête dans les mains et poussa un soupir qui brisa le cœur de son frère. Grand Dieu, Ned, je te comprends, et s'il n'y avait aucun obstacle de son côté, je ferais tout ce que je peux pour toi. Elle aime Sidney, et il n'y a rien d'autre à faire qu'à supporter ton sort comme un homme. Es-tu certain que ce soit Sidney? Est-ce que ça ne peut pas être quelqu'un d'autre? Ned regarda son frère d'un air soupçonneux. Coventry lui raconta tout ce qu'il savait et fit part de ses suppositions sur son ami, sans oublier la lettre. Édouard réfléchit un moment, puis parut soulagé et dit franchement: Je suis content que ce soit Sidney et pas toi. C'est plus facile à supporter. Moi? S'écria Gérald en riant. Oui, toi. La crainte que tu t'intéresses à elle, ou plutôt elle à toi, m'a tourmenté récemment. Quel jeune idiot jaloux. Nous ne nous voyons ni ne nous parlons jamais, ou à peine. Comment pourrions-nous éveiller un tendre intérêt chez l'autre? Pourquoi flânes-tu sur la terrasse tous les soirs? Et pourquoi est-elle en émoi quand ton ombre commence à aller et venir? Demanda Édouard. J'aime la musique et la compagnie de la chanteuse ne m'intéresse pas. C'est pour cela que je marche dehors. L'émoi est de ton invention. Mademoiselle Muir n'est pas le genre de femme que l'ombre d'un homme met en émoi. Coventry regarda son bras inutilisable. Merci pour tes paroles et merci de ne pas avoir dit la petite Muir, comme tu le fais généralement. J'ai peut-être tout inventé, mais elle ne se moque plus jamais de toi, et je me suis donc figuré qu'elle avait perdu la tête pour le jeune maître. C'est souvent le cas des femmes, tu sais. Elle me tournait en ridicule, n'est-ce pas? Demanda Coventry, sans tenir compte des derniers mots de son frère, qui étaient néanmoins assez vrais. Pas exactement, elle est trop bien élevée pour cela. Mais parfois, quand Bella et moi plaisantions à ton sujet, elle disait quelque chose de si étrange ou de si spirituel que c'était irrésistible. Tu as l'habitude qu'on se moque de toi, et cela t'est égal. Je le sais, entre nous. Effectivement, riez autant que vous voulez, dit Gérald. Cela ne lui était pourtant pas indifférent, et il brûlait de savoir ce que mademoiselle Muir avait dit, tout en étant trop fier pour le demander. Il se retourna avec agitation et émit un soupir de douleur. Je parle trop, c'est mauvais pour toi. Le docteur Scott a dit que tu dois rester tranquille. Essaye de dormir si tu le peux. Édouard quitta le chevet de son frère, mais pas la chambre, car il ne voulait laisser personne prendre sa place. Coventry essaya de dormir, n'y parvint pas, et au bout d'une heure agitée, rappela son frère. Si le bandage était un peu desserré, cela soulagerait mon bras et je pourrais dormir. Peux-tu le faire, Ned? Je n'ose pas y toucher. Le docteur a donné l'ordre de le laisser jusqu'à son retour demain matin et je risque de te faire du mal si j'essaie. Mais je te dis qu'il est trop serré. Mon bras enfle et la douleur est intense. Ce n'est certainement pas bien de le laisser comme ça.
Le docteur Scott l'a fait en hâte et l'a trop serré. C'est une question de bon sens, dit Coventry avec impatience. Je vais appeler Madame Morris, elle saura ce qu'il convient de faire. Édouard se dirigea vers la porte, l'air inquiet. Pas elle, elle va seulement faire du bruit et me tourmenter par son bavardage. Je vais le supporter tant que je pourrai et le docteur Scott passera peut-être ce soir. Il a dit qu'il le ferait s'il le pouvait. Va dîner, Ned. Je sonnerai Neil si j'ai besoin de quelque chose. Je dormirai peut-être si je suis seule. Édouard obéit à regret et laissa son frère seul. Celui-ci ne trouvait guère de repos, toutefois, car la douleur de son bras blessé devenait insupportable. Il prit brusquement une décision et sonna son domestique. Neil, allez dans le bureau de mademoiselle Coventry, et si mademoiselle Muir s'y trouve, demandez-lui d'avoir la gentillesse de venir ici. Je souffre beaucoup et elle connaît les blessures mieux que quiconque dans cette maison. L'homme s'en alla avec une expression de grande surprise. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit sans bruit et mademoiselle Muir entra. La journée avait été chaude et pour la première fois, elle avait abandonné sa robe noire unie. Tout en blanc, sans autre ornement que ses cheveux blonds et un petit bouquet de violettes odorantes à la ceinture, elle ne ressemblait plus à la femme humble à l'allure de nonne qu'on voyait habituellement dans la maison. Son visage était aussi différent que ses vêtements. Ses joues brillaient d'une douce couleur. Ses yeux souriaient timidement et ses lèvres avaient abandonné la fermeté de celle qui réprime de force toutes ses émotions. C'était une femme fraîche, douce et charmante. Et Coventry eut l'impression que la pièce triste était soudain éclairée par sa présence. Elle alla droit vers lui et dit simplement, d'un air gai et efficace, très réconfortant. Je suis heureuse que vous m'ayez fait venir. Que puis-je faire pour vous? Il le lui expliqua, et, avant qu'il n'ait terminé sa requête, elle se mit à desserrer les bandages avec l'assurance de quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire et qui a confiance en elle. Ah, quel soulagement, quel réconfort! S'écria Coventry quand elle ôta la dernière bande trop serrée. Ned avait peur que je me vide de mon sang s'il me touchait. Que va nous dire le docteur? Je ne sais pas et cela m'est égal. Je lui dirai qu'il est mauvais chirurgien d'avoir bandé votre bras si serré et de ne pas avoir laissé de consigne pour le desserrer s'il le fallait. Je vais le refaire plus lâche et vous faire dormir, car c'est ce qu'il vous faut. D'accord? Puis-je? Si seulement vous y arriviez. Tandis qu'elle refaisait adroitement le pansement, le jeune homme l'observait avec curiosité. Il demanda bientôt. Comment se fait-il que vous connaissiez si bien ces choses? À l'hôpital, quand j'étais malade, j'ai vu beaucoup de choses qui m'intéressaient et, une fois remise, je chantais parfois pour les malades. Avez-vous l'intention de chanter pour moi? Demanda-t-il de la voix soumise qu'adoptent inconsciemment les hommes lorsqu'ils sont malades et soignés par une femme. Si vous préférez cela à la lecture d'une voix rêveuse, répondit-elle en faisant le dernier nœud. Je préfère, de loin, dit-il résolument. Vous avez de la fièvre, je vais vous mouiller le front et vous serez mieux. Elle se déplaça dans la pièce à sa façon silencieuse et c'était un plaisir de la regarder. Après avoir dilué un peu d'eau de Cologne dans de l'eau, elle lui baigna le visage avec autant d'indifférence que s'il était un enfant. Ses gestes réconfortaient et amusaient Coventry. Il la comparait mentalement à la matrone vigoureuse et buveuse de bière qui s'était occupée de lui durant sa dernière maladie. Une petite femme adroite et pleine de bonté, se dit-il. Il se sentait très à l'aise, tant elle l'était elle-même. Voilà, vous êtes mieux ainsi, dit-elle en terminant avec un hochement de tête approbateur. Elle écarta les boucles brunes de son front d'une main fraîche et douce. Puis elle s'assit dans un grand fauteuil près de lui et se mit à chanter, tout en roulant les bandes propres qui restaient pour le lendemain matin. Coventry la regardait dans la faible lumière qui éclairait la pièce et elle continuait à chanter à voix basse, avec autant de naturel qu'un oiseau, une berceuse rêveuse qui apaisait son auditeur comme un sortilège. Elle leva bientôt les yeux pour voir l'effet de son chant et trouva le jeune homme parfaitement éveillé. Il la regarda avec un mélange bizarre de plaisir, d'intérêt et d'admiration. Fermez les yeux, monsieur Coventry, dit-elle avec un signe de tête réprobateur et un étrange petit sourire. Il rit et obéit, mais ne put s'empêcher de jeter de temps en temps un coup d'œil sous ses paupières baissées à la silhouette mince et blanche dans le grand fauteuil de velours. Elle le vit et fronça les sourcils. Vous êtes très désobéissant, pourquoi ne voulez-vous pas dormir? Je ne peux pas, je veux écouter. J'aime beaucoup les rossignols. Alors j'arrête de chanter, mais je vais essayer quelque chose qui n'a encore jamais raté. Donnez-moi votre main, s'il vous plaît. Très étonné, il la lui donna. Elle la prit dans les siennes, s'assit derrière le rideau et demeura muette et immobile comme une statue. Coventry sourit pour lui-même et se demanda qui se lasserait le premier. Bientôt une chaleur subtile sembla se dégager des paumes douces qui tenaient sa main. Son cœur se mit à battre plus vite, son souffle devint irrégulier et des milliers d'images se mirent à danser dans sa tête.
Il soupira et, en tournant le visage vers elle, dit d'une voix rêveuse. Cela me plaît. En parlant, il parut sombrer dans un nuage moelleux qui l'enveloppa d'une atmosphère et de calme parfait. Il ne put rien se rappeler d'autre car un sommeil profond et sans rêve l'emporta. Quand il s'éveilla, le jour brillait entre les rideaux. Sa main reposait seule sur le dessus de lit et son enchanteresse était partie. Chapitre 4. Une découverte. Coventry garda la chambre plusieurs jours, bien malgré lui, même si tout le monde faisait de son mieux pour alléger son ennuyeuse captivité. Sa mère le choyait, Bella chantait, Lucia lisait, Édouard était aux petits soins et toute la maisonnée, à une seule exception près, s'empressait autour du jeune maître. Jean Muir ne venait jamais le voir, et seul Jean Muir semblait posséder le pouvoir de le distraire. Il se fatiguait vite des autres et voulait quelque chose de nouveau. Il se souvenait du caractère piquant de la fille et se mit en tête qu'elle pourrait alléger son ennui. Après quelques hésitations, il parla négligemment d'elle à Bella, mais cela ne donna rien, car Bella dit simplement que Jean allait bien et qu'elle était très occupée à confectionner quelque chose de charmant pour faire une surprise à leur mère. Édouard se plaignait de ne jamais la voir et Lucia ignorait son existence. Les seuls renseignements que put obtenir le malade provenaient du bavardage de deux femmes de chambre qui travaillaient dans la chambre voisine. Il apprit que la gouvernante avait été réprimandée par mademoiselle Beaufort pour être allée dans la chambre de M. Coventry, qu'elle avait pris cela avec beaucoup de douceur et qu'elle évitait soigneusement les deux jeunes gens, même s'il était évident que M. Ned se mourait d'amour pour elle. Ces bavardages amusèrent M. Gérald, qui médita dessus et contraria sa sœur par sa distraction. Gérald, sais-tu que la nomination de Ned est arrivée? Très intéressant. Continue à lire, Bella. Idiot, tu n'écoutes pas un mot de ce que je dis. Et elle posa le livre pour répéter la nouvelle. J'en suis ravie, il faut le faire partir le plus vite possible. C'est-à-dire, je suppose qu'il va vouloir partir le plus vite possible. Coventry sortit de sa rêverie. Tu n'as pas besoin de surveiller tes paroles. Je sais tout. Je pense que Ned a été très imprudent et que mademoiselle Muir s'est merveilleusement bien comportée. C'est tout à fait impossible, bien sûr, mais j'aurais aimé que cela ne le soit pas. J'aime tellement observer les gens qui s'aiment. Toi et Lucia, vous êtes si froids que vous n'êtes pas du tout intéressants. Tu me rendrais service si tu arrêtais ces bêtises sur Lucia et moi. Nous ne sommes pas amoureux et nous ne le serons jamais, j'imagine. En tout cas, j'en ai assez et j'aimerais bien que maman et toi vous laissiez tomber le sujet pour le moment du moins. Oh, Gérald, tu sais que maman y tient, que papa le désirait et la pauvre Lucia t'aime tant. Comment peux-tu parler d'abandonner ce qui nous rendra tous si heureux? Cela ne me rendra pas heureux et je prends la liberté de penser que cela a une certaine importance. Je ne suis liée en aucune façon et je n'ai pas l'intention de l'être tant que je ne serai pas prêt. À présent, parlons de Ned. Très peinée et surprise, Bella obéit et se consacra à Édouard, qui se soumettait très judicieusement à son sort, et se préparait à quitter la maison pour quelques mois. Durant une semaine, toute la maison fut en émoi à cause de son départ et tout le monde, sauf Jean, s'affairait pour lui. On la voyait à peine. Tous les matins, elle donnait ses cours à Bella, tous les après-midi, elle sortait en voiture avec Madame Coventry, et, presque tous les soirs, elle montait au manoir pour faire la lecture à Sir John qui voyait son vœu exaucé sans trop savoir comment cela s'était fait. Le jour de son départ, après avoir dit au revoir à sa mère, Édouard descendit très pâle, car il s'était attardé avec mademoiselle Muir dans la petite chambre de sa sœur aussi longtemps qu'il l'avait osé. Au revoir, ma chérie, sois gentille avec Jean, chuchota-t-il en embrassant sa sœur. Bien sûr, répondit Bella, les yeux pleins de larmes. Prends soin de maman et pense à Lucia, poursuivit-il en touchant la jolie joue de sa cousine. Ne craignez rien, je les séparerai, chuchota-t-elle aussi, et Coventry l'entendit. Édouard tendit la main à son frère et dit d'un ton lourd de sens en le regardant dans les yeux. Je te fais confiance, Gérald. Tu le peux, Ned. Il partit et Coventry se creusa la tête pour savoir ce qu'avait voulu dire Lucia. Quelques jours plus tard, il comprit. Ned partit, la petite Muir va réapparaître, j'imagine, se dit-il. Mais la petite Muir n'apparut pas et sembla l'éviter encore plus soigneusement qu'elle n'avait évité son prétendant. S'il se rendait au salon le soir, dans l'espoir d'y entendre de la musique, Lucia y était seule. S'il frappait à la porte de Bella, un moment s'écoulait toujours avant qu'elle l'ouvrît, et il ne voyait pas le moindre signe de Jean, bien qu'il ait entendu sa voix en s'annonçant. S'il allait dans la bibliothèque, un bruissement d'étoffe et un bruit de pas précipité révélaient qu'on avait quitté la pièce en l'entendant approcher. Au jardin, mademoiselle Muir ne manquait jamais de l'éviter, et si par hasard il se rencontrait dans le vestibule ou dans la pièce du petit déjeuner, elle passait devant lui les yeux baissés, en lui adressant un salut très bref et très froid. Tout cela le contrariait profondément, et plus elle l'évitait, plus il désirait la voir.
Par esprit de contradiction, se disait-il, rien de plus. Cela le tracassait et en même temps cela l'amusait. Il trouvait une sorte de plaisir profane à déjouer les petites manœuvres de la fille. Il finit par perdre patience et décida de découvrir ce que signifiait cette étrange conduite. Il ferma une des portes de la bibliothèque, prit la clé et attendit que mademoiselle Muir entre y chercher un livre pour son oncle. Il l'avait entendu en parler à Bella, savait qu'elle le croyait avec sa mère et souriait pour lui-même en se glissant derrière elle. Elle était debout sur une chaise, le bras tendu, et il eut le temps de voir une taille fine, un joli pied, avant de parler. Puis-je vous aider, mademoiselle Muir? Elle sursauta, laissa tomber plusieurs livres, devint écarlate et dit précipitamment: Merci, non, je peux prendre l'escabeau. Mon grand bras vous épargnera cette peine. Je n'en ai qu'un. Il est las d'être désœuvré et il est donc à votre service. Que voulez-vous? Je. je. Vous m'avez surprise et j'ai oublié. Jean rit d'un rire nerveux en regardant autour d'elle, comme si elle voulait s'échapper. Je vous demande pardon. Prenez le temps de vous en souvenir et permettez-moi de vous remercier pour le sommeil enchanteur dans lequel vous m'avez plongé il y a 10 jours. Je n'en ai pas encore eu l'occasion, vous m'avez évité si obstinément. À la vérité, je fais mon possible pour ne pas être impolie, mais... Elle se retint et détourna la tête en ajoutant avec une intonation douloureuse. Ce n'est pas de ma faute, monsieur Coventry, je ne fais qu'obéir aux ordres. Aux ordres de qui? Demanda-t-il, toujours debout pour l'empêcher de s'enfuir. Ne me le demandez pas, il s'agit de quelqu'un qui a le droit de donner des ordres quand il s'agit de vous. Soyez assuré que ses intentions sont bonnes, même si cela peut nous sembler une bêtise. Non, ne vous fâchez pas, riez-en, comme moi, et laissez-moi me sauver, s'il vous plaît. Elle se retourna, le regarda du haut de la chaise, les larmes aux yeux, un sourire aux lèvres, avec une expression à la fois triste et espiègle absolument charmante. Il se dérida, mais, l'air encore grave, il dit résolument: Personne n'a le droit de donner des ordres dans cette maison, hormis moi et ma mère. Est-ce elle qui vous a enjoint de m'éviter comme si j'étais fou ou importun? Ah, ne me demandez rien. J'ai promis de ne rien dire, et vous ne voudriez pas que je manque à ma parole, je le sais. Souriant toujours, elle lui adressa un regard joyeux et malicieux qui rendait inutile toute autre réponse. C'était Lucia, se dit-il, et il éprouva tout à coup une profonde aversion pour sa cousine. Mademoiselle Muir fit le geste de descendre. Il la retint et dit sérieusement, mais avec un sourire: Me considérez-vous comme le maître ici? Oui. Elle donna à ce mot une inflexion pleine de douceur et de soumission qui exprimait le respect, l'estime et la confiance que les hommes trouvent si agréables quand les femmes les ressentent et les montrent. Inconsciemment, son expression s'adoucit et il lui adressa un regard différent de tous ceux dont il l'avait gratifié jusqu'ici. Bien, consentiriez-vous à m'obéir si je ne me montre ni tyrannique ni déraisonnable dans mes exigences? J'essaierai. Parfait. Franchement, je tiens à dire que tout ceci m'est très désagréable. Cela me contrarie d'être un frein à la liberté et au confort de quiconque, et je vous prie d'aller et venir comme bon vous semble, sans vous préoccuper des absurdités de Lucia. Ses intentions sont bonnes, mais elles manquent totalement de perspicacité et de tact. Me le promettez-vous? Non. Pourquoi? C'est mieux ainsi, peut-être. Mais vous parliez de bêtises il y a un instant. Oui, cela y ressemble, et pourtant. Elle s'interrompit, l'air à la fois embarrassé et bouleversé. Coventry perdit patience et dit précipitamment: Vous, les femmes, vous êtes de telles énigmes que je renonce à vous comprendre. Enfin, j'ai fait de mon mieux pour vous mettre à l'aise, mais si vous préférez vivre ainsi, faites-le, je vous en prie. Je ne préfère pas, cela m'est odieux. J'aime être moi-même, avoir ma liberté et la confiance de ceux qui m'entourent, mais je trouve détestable de troubler la paix de quiconque et j'essaye donc d'obéir. J'ai promis à Bella de rester, mais je préfère partir plutôt que d'affronter une nouvelle scène avec mademoiselle Beaufort ou avec vous. Madame Muir avait parlé avec impétuosité. Elle se tenait debout, des flammes dans les yeux, le visage et la voix remplis de chaleur et d'ardeur. Et Coventry en était stupéfait. Elle était en colère, blessée et hautaine, et cette transformation ne faisait que la rendre plus séduisante, car il ne restait pas trace de son humilité habituelle. Coventry était électrisé, et il fut encore plus surpris quand elle ajouta impérieusement, en faisant mine de l'écarter: Donnez-moi ce livre et poussez-vous, je veux m'en aller. Il obéit, lui offrit même sa main, mais elle la refusa, descendit avec légèreté et se dirigea vers la porte. Elle se retourna, et de la même voix indignée, le regard fougueux et les joues en feu, elle dit rapidement: Je sais que je n'ai pas le droit de parler ainsi. Je me retiens autant que je le peux, mais quand je n'en peux plus, ma véritable personnalité prend le dessus, et je défie tout le monde. J'en ai assez d'être une machine froide et calme. C'est impossible avec une nature ardente comme la mienne, et je ne ferai plus d'efforts.
Je ne peux empêcher les gens de m'aimer. Je ne demande qu'à ce qu'on me laisse tranquille, et je ne comprends pas pourquoi on me tourmente ainsi. Je ne possède ni beauté, ni argent, ni titre, et pourtant tous les jeunes gens stupides prennent mon intérêt sincère pour un sentiment plus profond et me rendent malheureuse. C'est mon malheur. Pensez ce que vous voudrez de moi, mais méfiez-vous de moi le moment venu, car, contre mon gré, je risque de vous faire du mal. Il y avait presque de la violence dans sa voix, et avec un geste d'avertissement, elle sortit en hâte de la pièce, laissant au jeune homme l'impression qu'une brusque bourrasque avait traversé la maison. Il réfléchit plusieurs minutes, assis sur la chaise qu'elle avait quittée. Il se leva soudain, alla voir sa sœur et dit avec son indolence et sa bonne humeur habituelle. Bella, n'ai-je pas entendu Ned te demander d'être gentille avec mademoiselle Muir? Oui, et je fais mon possible, mais elle est très étrange en ce moment. Étrange? Que veux-tu dire? Eh bien, soit elle est calme et froide comme une statue, soit elle est agitée et bizarre. Elle pleure la nuit, je le sais, et soupire avec tristesse quand elle pense que je ne l'entends pas. Quelque chose ne va pas. Elle s'inquiète pour Ned, peut-être, commença Coventry. Oh non, son départ est un grand soulagement pour elle. J'ai peur qu'elle aime beaucoup quelqu'un et que ce quelqu'un ne l'aime pas. Peut-être monsieur Sidney? Elle l'a traité d'idiot titré un jour, mais peut-être que cela ne voulait rien dire. Lui as-tu posé des questions sur lui? Dit Coventry, assez honteux de sa curiosité, mais incapable de résister à la tentation d'interroger Bella qui ne se méfiait pas. Oui, mais elle s'est contentée de me regarder d'un air tragique et m'a dit d'une voix à faire pitié. Ma petite amie, j'espère que vous ne passerez jamais par ce que j'ai vécu, mais que vous garderez votre sérénité intacte toute votre vie. Après cela, je n'ai plus rien osé dire. Je l'aime beaucoup, je veux la rendre heureuse, mais je ne sais pas comment. As-tu quelque chose à proposer? J'allais te proposer de la faire venir plus souvent parmi nous, maintenant que Ned est parti. Elle doit s'ennuyer toute seule à broyer du noir. Je suis certain que c'est à cause de moi. C'est une petite femme amusante et j'aime beaucoup ses musiques. Les soirées joyeuses sont bonnes pour maman. Active-toi et vois ce que tu peux faire pour le bien de toute la famille. Tout cela est parfait et je l'ai proposé plus d'une fois, mais Lucia gâche tous mes plans. Elle a peur que tu suives l'exemple de Ned et c'est vraiment ridicule. Lucia est... Non, je ne dirais pas bête, parce qu'elle a du bon sens quand elle le veut, mais j'aimerais que tu règles les choses avec maman. Lucia n'aura plus qu'à se soumettre, dit Gérald avec colère. Je vais essayer, mais elle va faire la lecture à oncle John, tu sais, et comme il a de la goutte, elle reste tard et je ne la vois pas beaucoup le soir. Elle s'y rend maintenant. Je crois qu'elle va séduire le vieux monsieur comme elle l'a fait pour le jeune homme. Elle est tellement dévouée. Coventry suivit des yeux la mince silhouette noire qui franchissait la grande grille, et une idée inconfortable lui vint à l'esprit, issue des paroles insouciantes de Bella. Il sortit d'un pas nonchalant et, après avoir évité sa cousine qui semblait le chercher, il se dirigea vers le manoir en se disant: Je vais voir ce qui se passe là-bas. Cela s'est déjà vu. Il n'y a pas d'homme plus naïf qu'oncle John, et si la fille a de l'ambition, elle peut faire ce qu'elle veut de lui. Un domestique le rattrapa en courant et lui tendit une lettre qu'il fourra dans sa poche sans la regarder. En arrivant au manoir, il se dirigea sans bruit vers le bureau de son oncle. La porte était entrebâillée et il vit une scène de bien-être paisible, très agréable à regarder. Sir John était installé dans son fauteuil, un pied sur un coussin, habillé avec son soin habituel malgré la goutte. Il avait l'apparence d'un vieux monsieur élégant et bien conservé. Il souriait en écoutant et ses yeux reposaient avec contentement sur Jean Muir. Assise à côté de lui, elle lui faisait la lecture de sa voix musicale et le soleil brillait sur ses cheveux et ses joues rosées. Elle lisait bien, et pourtant Coventry trouvait qu'elle n'était pas tout à sa tâche. En effet, quand elle s'interrompit pour laisser parler Sir John, ses yeux parurent absents et elle appuya sa tête sur sa main avec un air de lassitude patiente. Pauvre fille, j'ai été très injuste envers elle. Elle ne pense pas le moins du monde à séduire le vieil homme, mais elle le divertit par pure gentillesse. Elle est fatiguée, je vais mettre fin à son travail. Et Coventry entra sans frapper. Sir John le reçut avec un air de résignation polie, mademoiselle Muir avec un visage parfaitement inexpressif. Bien des choses de la part de maman. Comment allez-vous aujourd'hui, monsieur? Je ne souffre pas, mais je m'ennuie et je veux que tu fasses venir les jeunes filles ce soir pour amuser le vieux monsieur. Madame King a sorti les costumes d'époque et les accessoires, car j'ai promis à Bella qu'elle les aurait, et ce soir nous allons faire une petite fête comme quand Ned était là. Très bien, monsieur, je les ferai venir. Nous ne sommes pas dans notre assiette depuis son départ, et un peu de gaieté nous fera du bien. Rentrez-vous, mademoiselle Muir, demanda Coventry. Non, je la garde pour qu'elle me donne mon thé et qu'elle prépare tout. Cessez votre lecture, ma chère, et allez voir les tableaux ou ce que vous voudrez, dit Sir John. Elle obéit comme une fille respectueuse, apparemment contente de partir. C'est une fille vraiment charmante, Gérald, commença Sir John quand elle eut quitté la pièce. Je m'intéresse beaucoup à elle, à la fois pour elle et à cause de sa mère. Sa mère, que savez-vous de sa mère? Demanda Coventry, très surpris. Sa mère était Lady Grace Howard, qui s'est enfuie avec un pasteur écossais pauvre il y a 20 ans.
La famille l'a rejetée. Elle a vécu et elle est morte, ignorée au point qu'on ne sait presque rien d'elle, sinon qu'elle a laissé une orpheline dans une petite pension française. Voici la fille, et c'est une fille bien. Je suis étonnée que tu ne le saches pas. Moi aussi, mais cela lui ressemble de ne rien dire. C'est quelqu'un d'étrange et de fier. La fille de Lady Howard. Ma parole, ça c'est une surprise. L'intérêt de Coventry pour la gouvernante de sa sœur fut grandement accru par cette révélation car, comme tout Anglais de bonne famille, il tenait la naissance et le sang bleu en plus grande estime encore que la fortune. Elle a eu une vie difficile, la pauvre petite, mais elle a du courage et fera son chemin n'importe où, dit Sir John avec admiration. Est-ce que Ned le savait demanda soudain Gérald. Non, elle me l'a dit hier seulement. Je feuilletais le nobiliaire et j'ai parlé par hasard des Howard. Elle a oublié sa réserve et a dit que Lady Grace était sa mère. Puis j'ai appris toute l'histoire, car la pauvre esselée était contente de se confier à quelqu'un. Cela explique qu'elle ait rejeté Sidney et Ned. Elle sait qu'elle est leur égale et ne court pas après une condition qui est la sienne de droit. Non, elle n'est ni intéressée ni ambitieuse. Que dis-tu demanda Sir John, car Coventry avait parlé plus pour lui-même que pour son oncle. Je me demande si Lady Sidney était au courant, répondit simplement Gérald. Non, Jean a dit qu'elle ne voulait pas qu'on ait pitié d'elle et ne lui a rien raconté. Je pense que le fils le savait. Mais c'est un sujet délicat et je n'ai pas posé de questions. Je vais lui écrire dès que j'aurai trouvé son adresse. Nous sommes si proches que je vais me risquer à faire une petite enquête sur mademoiselle Muir pour prouver la véracité de son histoire. Tu veux dire que tu en doutes demanda Sir John avec colère. Je vous demande pardon, mon oncle, mais je dois avouer que je me méfie instinctivement de cette jeune personne. C'est sans doute injuste, mais je ne peux m'en empêcher. Ne me contrarie pas en l'exprimant, je t'en prie. J'ai une certaine perspicacité et une certaine expérience. Je respecte et je plains mademoiselle Muir sincèrement. Ton antipathie est peut-être la cause de sa mélancolie récente, n'est-ce pas, Gérald? Sir John regarda son neveu d'un air soupçonneux. Soucieux d'éviter la tempête qui se préparait, Coventry dit précipitamment en se détournant. Je n'ai ni le temps ni l'envie de discuter de cela maintenant, monsieur, mais je prendrai soin de ne plus vous offenser. Je porte votre message à Bella. À dans une heure, mon oncle. Coventry traversa le parc en se disant: le cher vieux monsieur est en train de se laisser séduire, comme le pauvre Ned. Comment diable cette fille s'y prend-elle? La fille de Lady Howard, et elle ne nous l'a jamais dit. Je ne comprends pas. Et voici la fin de la première partie de Derrière le masque de Louisa May Alcott, édité par les éditions Joël Losfeld et traduit de l'anglais par Florence Lévy Paoloni.